je suis Catherine Triou-Ballaudet, vice-présidente Culture et Vie de Campus. Je ne vais pas vous parler de Culture et Vie de Campus, mais j'espère que vous profiterez de toutes les offres et opportunités et équipements culturels que vous allez trouver sur ce campus que vous rejoignez. Donc je voulais simplement, au nom de toute l'équipe de la Sorbonne Nouvelle, vous souhaiter la bienvenue à l'Université Sorbonne Nouvelle, vous féliciter et vous remercier d'avoir choisi l'Université Sorbonne Nouvelle pour votre cursus en sciences du langage. Je voudrais aussi, mais je pense qu'il est inutile de vous le dire, vous l'avez expérimenté avec cette demi-heure de retard de notre réunion, vous dire que vous étiez finalement la promotion pionnière. Vous essuyez les plâtres au sens propre, hein, vraiment, de ce beau campus qui vivra par votre présence et par vos engagements et par votre engagement personnel dans votre formation, mais aussi dans la vie de campus. Être des pionniers, ça veut dire donc essuyer les plâtres, ça veut dire notamment avoir la rentrée décalée de 2 semaines. Et ça, là encore, au nom de toute l'équipe, je vous prie de nous en excuser, mais voilà, la préparation de cette rentrée dans des locaux pas tout à fait suffisamment dimensionnés pour le nombre d'étudiants de notre université, c'est quelque chose de compliqué. Et pour finir, je voulais vous inviter néanmoins à profiter de ce qui est actuellement ouvert, à savoir par exemple notre belle bibliothèque Sorbonne Nouvelle, qui est ouverte et dans laquelle vous pouvez aller travailler pour préparer la rentrée et d'ici le 3 octobre. Bonne rentrée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Abdoulaye Diallo, votre vice-président étudiant. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que je vais commencer par m'excuser de cet imprévu indépendamment de notre volonté. Voilà. Et ensuite, je me présente Abdoulaye Diallo, le vice-président étudiant de la Sorbonne Nouvelle, c'est-à-dire votre interlocuteur privilégié entre les étudiants, les associations, l'administration et l'ensemble des instances dirigeantes de cette université. Et pour commencer, je vais commencer aussi par vous féliciter pour votre réussite au baccalauréat et vous dire, vous souhaiter aussi la bienvenue dans l'enseignement supérieur. Et ensuite, sachez qu'ici, on a ce qu'on appelle la démocratie universitaire. Alors, pour vous parler un peu de ce qu'est la démocratie universitaire, tous les 2 ans, des élections étudiantes ont lieu à la Sorbonne Nouvelle, où l'ensemble des étudiants est appelé à voter afin d'élire ses représentants dans les 3 conseils centraux, qui sont le conseil d'administration, le CA, la CVU, la commission de la formation et de la vie universitaire, mais aussi la commission de la recherche. Nous avons aussi les UFR et les départements, et il en découle de ces instances des commissions telles que les locaux, le budget, la CEVEC et le FSDIE, qui est le fonds qui sont les fonds de solidarité des initiatives étudiantes, et aussi des groupes de travail et autres en fonction du besoin. Alors, quel est le rôle de ces élus étudiants ? Ce sont vos porte-paroles au sein des conseils. Ces élus s'impliquent afin de vous garantir des conditions de vie et d'études les meilleures possibles. C'est pourquoi votre participation à cette démocratie universitaire, en votant ou en vous présentant tout simplement, est des plus importants. Ces élus préparent, ils réfléchissent, ils votent des décisions d'ordre pédagogique et administratif et aussi financier. Alors, un exemple pour l'ordre pédagogique, nous avons ce qu'on appelle le calendrier universitaire. Les rentrées, quand est-ce qu'on les cale, les examens, les partiels avant Noël ou après, pour que vous compreniez. Mais aussi, nous avons les modalités de contrôle de connaissances. Nous avons aussi la charte d'évaluation et la charte d'examen. Et en ce qui concerne les ordres administratifs, nous avons des décisions portantes sur la CEVEC, la FSDE que je viens de citer. Nous avons aussi la culture, le sport et aussi la santé des étudiants qui est très important. Alors sachez que s'engager, c'est tout simplement contribuer à construire la société dans laquelle nous souhaitons vivre, dans un esprit d'ouverture, de solidarité, de responsabilité.
Cet engagement permet aussi de développer ailleurs des compétences transversales en parallèle de la formation universitaire que nous suivons. Donc, chers camarades, nous comptons beaucoup sur vous pour votre engagement, parce que tout simplement, c'est en s'engageant qu'on arrivera à collecter des idées et à faire des choses ensemble, comme je viens de le dire, solidarité, voilà, créer des initiatives, mais aussi faire vivre notre campus, parce que tout simplement, aujourd'hui, vous êtes là, vous venez d'arriver, vous êtes la relève. Donc voilà, les élus qui sont là, les élus étudiants qui vont vous parler tout à l'heure, mais moi aussi en tant que vice-président étudiant, nous avons fait des choses dans le passé, mais on compte sur vous pour prendre la relève. Et puis cette campus est la vôtre, est le vôtre, pardon. Donc prenez-en soin, engagez-vous, prenez-le, faites-en ce que vous voulez, mais dans le bon sens. Et puis voilà, je finirai par vous souhaiter un bel parcours universitaire, en espérant vous voir bientôt avec les élus et voilà. Bienvenue à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Merci beaucoup. Merci. Donc, je passe la parole à vos représentants syndicaux, l'UNEF et le collectif unitaire pour la justice sociale. Donc, tout d'abord, l'UNEF. Alors bonjour à toutes et à tous, donc c'est un plaisir de vous voir ici. Bienvenue dans notre université, la Sorbonne Nouvelle, et aussi bienvenue dans ce nouveau campus. Donc je me présente, je m'appelle Paul Malherbe, je suis l'actuel président de la section locale de l'UNEF à Paris 3. L'UNEF, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le plus vieux syndicat étudiant en France, on existe depuis 1907, depuis 115 ans, et depuis toujours on œuvre justement à défendre vos droits, à défendre la démocratie, ce qui est vraiment important, primordial, chose qui est spécifique à l'université, vous ne verrez pas ça autre part. D'importance dans les conseils. Donc justement, je suis élu du coup en CVU, donc le conseil de l'université. Donc nous, l'UNEF, ici, on a toujours défendu différents points, notamment la question des compensations et des rattrapages. C'est une question importante, des droits qui sont parfois remis en question dans d'autres universités, qui l'ont été aussi, toujours été là pour les défendre, toujours été extrêmement présents dans le conseil fortement majoritaire pour justement faire porter votre voix et défendre vos intérêts. Dernièrement, notamment lorsque malheureusement au second semestre on a eu des cours à distance, donc on a dû composer à distance, faire les examens à distance, et pour là justement on était présent dans ce conseil-là, notamment pour faire en sorte que vous ayez 48 heures pour composer et que ce soit de l'asynchrone, c'est-à-dire pas sur les horaires de cours, que vous ayez un certain confort dans ces modalités-là d'évaluation. Au-delà de ça, donc l'UNEF, c'est quoi? C'est informer, défendre et organiser la solidarité. Donc informer juste parce que nous sommes présents dans ces conseils-là et que aussi nous sommes là depuis longtemps dans cette université. Nous connaissons pas mal de monde et nous savons comment elle fonctionne, nous connaissons ses rouages, et c'est pour ça la plupart du temps nous sommes aptes à répondre à la plupart de vos interrogations, ou du moins à vous aiguiller sur d'autres interlocuteurs qui sauront vous répondre. Donc c'est pour ça c'est important, contactez-nous. Donc on a une adresse mail, on a aussi évidemment un Twitter et un Instagram qui sont tout simplement UNEF Paris 3, pas besoin de trouver l'ordre ou quoi, vous tapez juste UNEF Paris 3 sur Instagram ou sur Twitter, vous nous trouvez, vous pouvez comme ça nous contacter. Donc au-delà de ça, défendre, effectivement, comme je l'ai expliqué dans les instances, on défend vos intérêts, on défend vos droits. Et au-delà de ça, l'UNEF, c'est assez spécifique puisque nous sommes un syndicat qui est national. On est le premier syndicat aujourd'hui. Et ce qui nous permet justement d'avoir une certaine force et de pouvoir parfois nous mobiliser et d'avoir des résultats importants. Ça a été notamment le cas pendant Covid-19 où justement on a pu défendre et gagner la question du repas à 1 euro pour tous et toutes, et aussi la gratuité des protections périodiques pour tous et toutes. Donc ça, c'était des batailles au niveau national. Et au niveau local, on a organisé la solidarité, notamment en collectant et en distribuant des produits de première nécessité. Donc ça, c'est différentes choses qu'on va défendre. Et je vous invite, évidemment, pour en savoir plus, à nous contacter, à venir nous voir, nous rencontrer. On a un bureau au 2e étage dans le bâtiment D. C'est là où vous aurez vos différents syndicats étudiants. Il y a écrit UNEF dessus. N'hésitez pas. Venez nous écouter. Engagez-vous parce que c'est important de défendre cette démocratie. Parce que si demain on ne la défend pas, la démocratie, on verra nos droits se supprimer petit à petit. C'est notamment été le cas avec Parcoursup et j'en passe. La question de la hausse la question des frais d'inscription des étudiants étrangers, une bataille aussi qu'on a menée. Donc engagez-vous, c'est important, on a besoin de vous parce que si vous n'êtes pas là, si on se bat pas ensemble contre tout ça, on n'obtiendra aucune victoire. Voilà. Bienvenue et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Je passe la parole au collectif unitaire pour la justice sociale. Bonjour à tous, donc je suis Keno, je fais partie du collectif unitaire pour la justice sociale que vous pouvez abréger en CUPS.
Donc on est un syndicat étudiant qui regroupe voilà, largement autour de revendications essentielles, à commencer par bien sûr la défense de l'université publique, gratuite, ouverte à tous, populaire. Voilà, on est très attaché à que l'université reste un service public ouvert à tous et tous, même si bien sûr voilà, on sait que c'est remis en cause. Le simple fait que vous soyez passé par Parcoursup voilà, est déjà une remise en cause. Voilà, on est très attaché à défendre ce principe jusqu'au bout. On est également lié voilà, au reste du monde salarié. On ne perd pas ça de vue puisque bah, voilà, on est étudiant. On sait que notre avenir, c'est de travailler, que voilà, on travaille pour avoir un vrai salaire, un vrai diplôme, un vrai travail. Donc bien sûr, on est lié au reste, voilà, au reste du monde salarié voilà, pour cet objectif-là. On ne perd pas ça de vue. Et puis, bah, on rejette toute forme de racisme et de fascisme. Voilà, le point voilà, le plus important auquel je veux venir, c'est, voilà, puisque c'est la rentrée, on est vraiment très soucieux des conditions dans lesquelles vont se passer cette rentrée. Voilà, on vous l'a dit, on aménage dans ce nouveau campus, avec la rentrée aussi qui est repoussée. Voilà, on est très soucieux de bah, est-ce qu'il va y avoir des problèmes, est-ce qu'on peut avoir voilà, des cours qui se passent dans des bonnes conditions. Donc on vous invite vraiment à faire remonter vos problèmes, que ce soit des problèmes d'inscription, de bourse ou de logement. N'hésitez pas à nous contacter. On a l'adresse mail qui s'affiche juste là pour leschiesociales@gmail.com. Mais voilà, dès que vous aurez les cours qui commencent également, n'hésitez pas à faire remonter, que ce soit des problèmes liés au campus ou aux cours. Voilà, on espère que voilà, on n'aura pas de soucis liés au bâtiment, etc. Mais comme on emménage dans ce nouveau campus, surtout, bah, voilà, si vous êtes témoin de problèmes ou que vous êtes concerné directement, ça sera très important de les faire remonter. On est une organisation représentative, on a des élus dans les conseils d'administration du FR de département. Pour ma part, je suis aussi élu suppléant au Crous de Paris. Donc voilà, quand il y a des problèmes, on les fera remonter. Et puis évidemment, voilà, on attendra des réponses et voilà, éventuellement on fera plus si besoin. Mais c'est des problèmes, même quand qui vous touchent individuellement, en réalité, ce n'est pas des problèmes individuels puisqu'ils touchent aussi vos camarades. Donc voilà, c'est comme ça a été dit avant, mais voilà, collectivement, c'est ça le syndicat. Collectivement, on peut résoudre tous ces soucis. Voilà, je finirai aussi par dire on a aussi un comité féministe animé par Griselda Michel, qui est aussi une de nos élus, voilà, qui est très actif. À la fois, on participe aux manifestations qui ont lieu chaque année. Et puis, voilà, si vous êtes témoin de violence ou vous-même victime de violence, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, on est très actif aussi en ce qui concerne le soutien à la population ukrainienne, puisqu'on a été voilà, vraiment frappé par la guerre qui se déroule depuis mars. Donc, on est toujours actif là-dessus. On a participé à des collectes, des rassemblements. Donc, si vous êtes intéressé par nos activités, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc, voilà, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail et on a aussi des permanences au bâtiment D, donc qui est juste à côté du restaurant universitaire. Nous, on est en salle D108. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis je finirai en vous souhaitant une très bonne rentrée et bienvenue à la Sorbonne Nouvelle. Merci. Donc, avant de passer à la diapositive suivante, je souhaiterais que vous preniez le kit d'accueil qui vous a été remis à l'entrée, afin qu'on puisse voir un petit peu ensemble quels sont les documents qui vous ont été remis. Alors, tout d'abord, vous avez un document orange qui s'appelle « Guide de la rentrée ». Donc, ce document vous recense toutes les informations dont vous avez besoin entre maintenant et la date effective de votre rentrée, sachant que ce guide comporte au dos un plan de l'université. Donc, je vous conseille de le consulter pour que vous puissiez avoir une bonne vision à la fois des différents bâtiments. D'accord, je vous l'apporterai. Je vous l'apporterai après. Alors, pour les étudiants qui nous regardent à distance, sachez que ce document se trouve sur votre rentrée 2022, la page web de votre rentrée 2022. Je vous indique juste que, hormis toutes ces informations, une plus particulièrement mérite votre attention, c'est la page 4 de ce petit document qui indique les modalités de mise en œuvre et d'activation de votre environnement numérique de travail e-Sorbonne. Donc on y reviendra un petit peu. Après, vous avez également une page qui vous explicite ce que sont les inscriptions pédagogiques. Vous avez également un flyer vert qui, lui, est le flyer de la mission handicap.
Donc la mission handicap accompagne tous les étudiants en situation de handicap permanent ou temporaire qui ont besoin effectivement d'être accompagnés, d'avoir une adaptation de leur cours, mais également une aide pour la mise en place des examens. Ce service recrute également des étudiants prêts à donner de leur temps, de leur prise de notes, de faire du tutorat pédagogique. Ces missions sont rémunérées, donc c'est indiqué sur le flyer. N'hésitez pas, si vous souhaitez vous engager, on parlait d'engagement, on parlait de solidarité, n'hésitez pas à vous engager auprès de vos camarades en situation de handicap en donnant effectivement un peu de votre temps ou la mise à disposition de vos notes. Comme c'est indiqué sur le document, sur le flyer, ces missions sont rémunérées. Enfin, vous avez un guide de l'étudiant violet. Et donc ce guide de l'étudiant reprend d'une part une partie des informations qui vous ont été évoquées par les différents acteurs qui se sont présentés, notre vice-président étudiant, votre vice-présidente culture et vie de campus, sur les institutions de l'université. Je vous invite à y jeter un œil, mais sachez surtout que ce guide de l'étudiant recense tous les services qui sont mis à votre disposition au sein de notre université. Donc les services qui sont pour vous et qui sont là pour vous. Ce sont la direction des affaires internationales, c'est le bureau de la vie étudiante, c'est le service art et culture qui anime et met en place beaucoup d'événements culturels sur notre campus. C'est également le service d'information, d'orientation et carrière qui vous accompagne dans la réflexion sur votre projet professionnel ou votre projet d'orientation. Ces différents services, le service des sports que j'allais oublier, ces différents services sont mentionnés dans ce guide de l'étudiant. Vous y trouvez leurs coordonnées, leur localisation, mais également l'ensemble des services qu'ils peuvent vous proposer. Vous avez également à la fin de ce guide de l'étudiant un annuaire des composantes qui vous donne les coordonnées évidemment de votre secrétariat pédagogique, ce qui va vous être redonné lorsque vos enseignants vont prendre la parole dans quelques minutes, mais également les secrétariats pédagogiques et les coordonnées et les localisations des bureaux de vos mineurs. Donc ça, vous aurez également l'occasion d'en reparler. Au-delà de ces éléments qui ont été mis à votre disposition et qui sont, je le rappelle, sur la page Votre rentrée 2022 pour les étudiants qui sont à distance, vous avez également une suite bureautique qui est mise à votre disposition, c'est-à-dire une adresse mail institutionnelle, un agenda, un espace de stockage, du traitement de texte. Ces différents éléments vous sont proposés dans le cadre d'une Google Suite et surtout, vous avez un intérêt évident à activer votre adresse mail institutionnelle. Donc, je vais y revenir juste après, mais ça, c'est un élément sur lequel je vais un peu insister. Vous avez deux environnements. Alors, un environnement numérique de travail qui est e-Sorbonne et dans lequel vous allez retrouver votre emploi du temps une fois que vous aurez réalisé vos inscriptions pédagogiques, mais également votre certificat de scolarité si vous avez la nécessité de reproduire d'imprimer un certificat de scolarité, vos notes, etc. Vous avez également eCampus, qui est une plateforme d'enseignement à distance. Bon, là, je laisse vos enseignants vous expliciter un peu plus longuement les ressources qui sont indiquées sur cette plateforme. Et je reviens donc sur votre adresse mail institutionnelle. À compter de cette réunion aujourd'hui, dans toutes vos interactions avec vos enseignants chercheurs ou avec le secrétariat pédagogique de votre licence, vous allez utiliser uniquement prénom.nom@sorbonne-nouvelle.fr. L'administration, vos enseignants, ne communiqueront que sur cette adresse mail. Autant vous dire que vous devez d'une part l'activer et la consulter de manière très fréquente, car toutes les informations relatives à votre scolarité, les dates d'examen ou toute autre information importante sont uniquement envoyées sur ces adresses institutionnelles. J'en profite pour vous indiquer, lorsque vous interagissez avec vos enseignants ou avec le secrétariat pédagogique, n'oubliez pas de toujours mettre en signature dans votre pied de page de mail votre nom, votre prénom, votre numéro d'étudiant, ainsi que votre combinaison majeur-mineur, de manière à ce que vos enseignants et votre secrétariat pédagogique puissent vous répondre le plus précisément possible. Enfin, petit rappel, vos enseignants-chercheurs sont, comme l'indique leur titre, chercheurs, ils font de la recherche. Ils ne sont donc pas forcément tous les jours dans les couloirs de l'université. Donc n'hésitez pas à leur écrire, mais laissez-leur un petit peu de temps quand même pour vous répondre. Alors, la prochaine étape dans vos inscriptions, donc actuellement, soit vous avez finalisé votre inscription administrative, soit vous êtes en cours de finalisation. Pour pouvoir passer à l'étape suivante, il faut que votre IA, votre inscription administrative, soit terminée.
Vos inscriptions pédagogiques, elles sont de 2 types. Elles sont obligatoires toutes les deux, donc disciplinaires, elles sont relatives au choix de votre formation, et transversales. Ces UE transversales sont au choix des unités d'enseignement professionnel ou des unités d'enseignement libre. Elles peuvent, dans certaines filières, être d'ores et déjà ciblées, mais sachez que, de fait, pour les inscriptions pédagogiques, retenez surtout la date du 26 septembre à 10h. C'est à partir de cette date que vous pourrez effectuer vos inscriptions pédagogiques. Alors, dans une université, nous avons une particularité, c'est d'avoir une bibliothèque universitaire qui est un lieu à la fois de recherche mais également de ressources. Et je passe la parole à mes collègues de la bibliothèque qui vont vous présenter ces différentes ressources. Bonjour à toutes et tous, je suis Élise Leclerc, chef du département des formations des usagers de la bibliothèque Sorbonne Nouvelle, qu'on appelle aussi BSN, vous voyez le nom sur le diapo. Et on a cette année le plaisir de vous accueillir dans une bibliothèque toute neuve, toute belle, donc n'hésitez pas à venir. J'en profite pour vous apprendre, pour vous rappeler qu'en tant qu'étudiant de la Sorbonne Nouvelle, vous avez aussi accès à la bibliothèque Sainte-Geneviève qui se situe dans le quartier latin. Donc n'hésitez pas aussi, si besoin, à vous y rendre. En ce qui concerne la BSN, elle se situe dans le bâtiment A. Lorsque vous entrez sur le campus Nation, c'est juste à votre droite. Si vous n'avez pas encore vu, vous le verrez sans doute très prochainement. C'est une bibliothèque qui se déploie sur 4 niveaux, dont 3 avec des collections et des places de travail. Et comme le reste du campus, c'est une bibliothèque qui a été construite et conçue par l'architecte Christian de Portzamparc, qui a apporté vraiment un soin particulier aux aménagements des espaces, aux lumières, aux salles de travail, etc. Donc vraiment, je pense que vous vous y sentirez très bien. N'hésitez vraiment pas à venir nous voir et à la visiter. On vous propose 1100 places assises qui vont des places individuelles sur des tables pour travailler en groupe, au calme, pardon, à des salles de travail en groupe que vous pouvez directement réserver sur l'application Affluence. On vous propose également des outils un peu plus détente, on va dire, avec des espaces où vous pouvez regarder des films seuls ou à plusieurs sur des canapés bien installés. Vous avez aussi un coin presse et un bibliocafé au rez-de-chaussée. On propose également quelques aménagements pour les personnes en situation de handicap, donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions, à vous renseigner. Et en termes d'horaire d'ouverture, pour le moment, on est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Et à partir du mois d'octobre, on sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 21h et le samedi de 9h à 19h. Enfin, les bibliothécaires sont vraiment là pour vous aider, vous accompagner. Vous ne nous dérangez jamais quand vous posez une question, donc n'hésitez pas à venir vers nous. Vous pouvez également nous joindre par l'adresse mail qui se situe juste à gauche sur le diapo. Donc n'hésitez pas, on répond dans les meilleurs délais dès qu'on peut. En termes des collections que vous allez pouvoir trouver, ça va être des collections qui couvrent tous les enseignements de la Sorbonne Nouvelle, évidemment, donc littérature, art, sciences humaines et sociales, etc. Vous allez les trouver sur différents supports, donc des livres physiques, des ressources numériques, des collections numérisées également, des bandes dessinées, des DVD, des Blu-ray, etc. Et nous abritons également 2 bibliothèques un peu particulières. La bibliothèque Gaston Biron, qui possède un fonds en études québécoises assez important, et la théâtrothèque Gaston Batti, qui possède le plus grand fonds en art du spectacle vivant en France. Vous allez pouvoir trouver ces collections directement en libre accès, donc vous servir dans les rayons, et dans nos magasins, c'est-à-dire dans des réserves qui se situent au sous-sol. Pour savoir où se situe le document que vous cherchez, il va falloir passer par notre catalogue, et de là, vous pourrez réserver directement un document qui se trouve en réserve pour qu'on vous l'apporte. En termes de services qu'on vous propose, vous allez retrouver, comme partout sur le campus, le Wi-Fi et du ROAM pour vous connecter. On vous propose également des pôles d'impression noir et blanc et couleur à chaque étage. En ligne, vous allez retrouver aussi directement nos ressources numériques auxquelles vous pouvez accéder avec vos identifiants e-Sorbonne dont on vient de vous parler. Vous allez pouvoir également vous connecter à votre compte lecteur, donc classiquement, c'est-à-dire que vous allez trouver les historiques de vos prêts, vous allez pouvoir renouveler vos prêts, vous allez pouvoir accéder à notre documentation, etc.
Et enfin, comme vous êtes en L1, vous allez avoir justement une unité d'enseignement de méthodologie du travail universitaire au sein de laquelle vous allez avoir un cours qui vous sera dispensé par la bibliothèque. C'est un cours qui va se découper en 2 TD, donc une visite d'1h30 et une formation en salle de formation d'1h30 également. C'est une formation obligatoire qui sera évaluée avec un test sur eCampus et on vous communiquera les dates exactes sur votre adresse mail institutionnelle. Donc j'insiste encore une fois sur le fait que vous devez la consulter régulièrement. Vous allez trouver aussi d'autres informations à partir de l'onglet formation de notre site internet. Je vous précise juste que le site internet de la bibliothèque n'est pas le même que celui de l'université. Donc faites bien attention quand vous cherchez notre bibliothèque. Et enfin, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour retrouver tous nos événements et notre actualité. Donc nous possédons un compte Instagram, Facebook et Twitter. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, ce sera tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle année universitaire. Merci. Donc, encore quelques informations avant que vous puissiez enfin rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, un petit rappel sur le fait que l'université vous soutient et vous accompagne tout au long de l'année, notamment son service de santé qui vous propose une visite médicale de prévention gratuite et qui peut être, dont le rendez-vous peut être pris directement via Doctolib. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier gratuitement de différents services tels que vérification de la vue, vérification de l'audition, les certificats d'aptitude au sport également, si vous voulez vous engager avec nos collègues du service des sports. Petit focus sur l'aide au sevrage tabagique. Cela me permet de vous rappeler que notre campus est un campus non fumeur. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'être accompagné par nos collègues du service de santé universitaire, vous n'hésitez pas à les solliciter. Vous avez la possibilité également de bénéficier de consultations psychologiques si vous en ressentez le besoin. Et enfin, un petit focus sur la consultation médicale Check Psy. Pour information, cette modalité est encore accessible jusqu'au 31 décembre 2022. Enfin, notre campus est encore sous Vigipirate, donc il vous est demandé de vous présenter pour entrer sur le campus, soit avec votre carte d'étudiant, soit avec votre certificat de scolarité. Sans l'un de ces 2 documents, vous ne pouvez pas pénétrer sur le campus. Voilà. Donc à mon tour de vous souhaiter une excellente année et je passe la parole à vos enseignants. Alors, oui. Donc, rebonjour à tous et à toutes. Je me présente, moi je suis Noémie Marigné, enseignante-chercheuse en sciences du langage à l'ILPGA, l'Institut de linguistique en phonétique générale et appliquée au sein duquel vous allez faire votre licence. Et donc, je suis aussi responsable de la licence 1. Donc, on va être amenés à se voir et à échanger ensemble cette année. Donc, on a pas mal de... Alors, je sais que c'est un peu long, mais on a beaucoup de choses à vous dire voilà, pendant cette réunion. Donc voilà, on va vous demander de garder un peu votre concentration. On va procéder ainsi, hein, on va vous donner toutes les infos et à la fin, on pourra faire une séance de questions. Mais voilà, il y a sans doute des réponses qui vont intervenir à un moment ou à un autre de la présentation. Alors, pour quelques infos très rapides, a priori, tous les cours de la licence 1 auront lieu sur le campus Nation. Donc, a priori, on est... C'est sûr, hein, oui, non, mais je ne sais plus. Donc oui, donc c'est sûr. Voilà, c'est encore mieux. Voilà. Donc tous vos cours auront lieu sur le campus Nation. Donc c'est déjà quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Autre information, alors ça c'est plus de l'ordre organisationnel, c'est que toutes les informations qu'on va vous dire, alors vous pourrez les retrouver à plusieurs endroits, mais notamment sur le site du département ou de la licence. Certaines informations sont sur le site du département ou de la licence. Alors vous tapez département ILPGA, vous tombez sur le site du département, et quand vous descendez sur la page du département, vous tombez sur licence sciences du langage, et là vous tombez sur la page de la licence. Et notamment, vous y trouverez la brochure de la licence,
la brochure que vous devez télécharger, imprimer, afficher dans votre chambre, tout ce que vous voulez, qui contient vraiment toutes les informations. Donc c'est une première chose qu'on peut vous dire, c'est avant d'envoyer un mail à quiconque au sein du département, vérifier que l'information n'est pas sur la brochure. Il y a de grandes chances qu'elle y soit. Voilà. Donc, alors quand la diapo a été faite, la brochure n'était pas en ligne, mais depuis, elle l'est. Donc vous pouvez d'ores et déjà la télécharger. Voilà. Hop. Donc vous y trouverez alors toutes les infos pratiques, c'est ce que je vous ai dit. Les noms, les horaires, les contacts, etc. Un glossaire des termes administratifs, parce que vous avez déjà dû le comprendre avec les précédentes prises de parole, ça jargonne pas mal à l'université. Donc voilà, vous y trouverez aussi l'explicitation de certains termes et tous les cours que vous aurez, les modalités d'évaluation, les descriptifs, les codes, ce qui est important, vous allez le voir. Tout ce genre d'infos très importantes. Donc brochure, c'est un préalable indispensable. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le vif du contenu, on va vous présenter l'équipe. Alors, vous avez entendu Noémie Marigny qui est votre responsable de L1. Donc c'est vraiment avec elle que vous allez avoir des contacts dans l'année autour de l'organisation de votre première année. Mais il y a un chapeau au-dessus de responsabilité qui est la responsabilité de la licence, donc L1, L2, L3. Et cette responsabilité, elle est partagée entre moi, qui suis Caroline Masson, et Madame Bertin, qui va revenir. Je sais pas, elle est sortie, mais elle revient. Qui est aussi la responsable de la mineure PE. Donc elle va prendre la parole aussi tout à l'heure pour parler aux personnes qui sont inscrites dans la mineure professorat des écoles. On se partage des responsabilités au sein du département, et donc pour les personnes qui seraient présentes aujourd'hui pour avoir des informations sur la mineure sciences du langage, donc qui sont dans une majeure autre que sciences du langage, la personne ressource est René Lacroix, qui est aussi un enseignant du département. Et puis, au niveau de la direction, donc, il y a une direction conjointe entre Pascal Amsili et René Lacroix. Et toutes ces informations sont effectivement dans la brochure. Alors, je vais passer la parole à notre déléguée étudiante qui va vous dire quelques mots sur sa tâche. Bon, bonjour à tous, donc moi c'est Louise Vaumaine-Bruzo, j'entre en 2e année de master cette année. Alors vous avez déjà eu pas mal de gens qui sont venus vous parler de délégués étudiants, de représentants étudiants. Concrètement, votre déléguée étudiante, c'est moi. Je ne fais partie d'aucun syndicat. Et mon job, c'est de vous rendre la vie plus simple. Donc, je fais l'interlocutrice entre vous et l'administration, vous et les professeurs, vous et le reste de l'université. Ça veut dire quoi ? Concrètement, là, on vient de vous parler de la brochure avec énormément d'informations, etc., etc. Vous allez sans doute avoir des questions. Les questions, moi, je suis là pour y répondre. C'est-à-dire que vos professeurs, ils ont un emploi du temps qui est chargé à côté, on vous l'a déjà dit. Moi, moins. Donc, il y a une adresse mail juste ici, notez-la bien. Attention, je sais que l'orthographe est un peu complexe, donc faites pas de faute. Vous pouvez m'écrire globalement pour tout ce qui est questions administratives, questions sur la brochure, questions sur vos situations personnelles, etc. Soit je sais répondre à la question parce que ça fait 4 ans que je suis là et j'ai vu pas mal de situations, soit je sais vers qui vous redirigez. Encore une fois, le système administratif de la fac n'est pas toujours ultra simple à comprendre. J'ai un peu plus d'expérience, donc je vous redirigerai si jamais vous êtes perdu. On a créé un groupe pour vous. Donc, si jamais vous ne voulez pas me contacter par mail, mais vous préférez Facebook, vous avez un groupe Facebook qui vous est dédié. Pour être accepté dedans, je vous en supplie, remplissez bien le questionnaire avec votre numéro étudiant, sinon je ne vous accepterai pas au cas où vous êtes un spam. Et enfin, pour suivre un peu toutes les news générales à votre département, on a un compte Twitter sur lequel je poste régulièrement s'il y a des choses que vous devez savoir. Et vous pouvez me contacter sur ces 3 canaux-là. D'accord ? Et quand même, le rôle principal d'une représentante étudiante, c'est de vous représenter. Vous représentez où ? Concrètement, au conseil de département. Un conseil de département, je vous la fais rapide, c'est un conseil avec le personnel administratif et enseignant d'un département, dans votre cas, l'ILPGA. Et il décide un peu des choses sur comment ça va s'organiser votre année, comment votre emploi du temps va se faire, comment vous allez être évalué, si jamais il y a une situation de crise, il y a des problèmes, etc. C'est là que ça se passe.
Évidemment, vous avez votre mot à dire dans ces situations-là, mais comme on ne peut pas accueillir les 3 années de licence et les 2 promos de master, on a choisi plutôt d'élire des gens. On vous a déjà expliqué, hein, il y a un système démocratique. L'élu, c'est moi. Donc, si jamais vous avez des problèmes, des doléances, etc., vous me les faites remonter par mail, par Facebook, etc. Et moi, je les ramène au conseil de département. Je vous fais aussi des comptes rendus. Après, je vous dis ce qui s'est passé, etc. Que ça vous intéresse ou non, vous les aurez. Voilà. C'est à peu près tout. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Hein. Concrètement, vraiment, l'interlocutrice, si jamais vos questions n'ont pas de rapport directement avec une matière ou quelque chose de purement administratif et vous êtes sûr à qui vous écrivez, n'hésitez pas à passer par moi. C'est mon rôle. Voilà, merci. Alors, une autre personne très importante que vous allez peut-être voir plus souvent même que Madame Bertin et moi, c'est notre secrétaire pédagogique, donc Patricia Hernandez, qui est au 5e étage. Alors, en arrivant ici, vous n'êtes peut-être pas encore bien repéré, mais il y a différents bâtiments ABC. Le bâtiment A est accessible à partir du hall central, et donc son bureau est au 5e étage. On vous a indiqué ici ses coordonnées mail parce que c'est quand même aussi un moyen souvent efficace, après avoir lu la brochure évidemment, de pouvoir l'interroger. Elle reçoit aussi le public sur ces horaires-là. Donc c'est avec elle qu'il faut voir vos questions pédagogiques, et des questions qui ont trait par exemple à vos relevés de notes, etc. Enchantée, je m'appelle Patricia Hernandez. Donc, je suis secrétaire pédagogique de la L1, L2 et L3 sciences de langage. Donc, je suis au bâtiment B. Mon bureau, c'est le A512. Et je reçois les étudiants de 9h à midi, de 14h à 17h. Donc, pour tout ce qui est problème de changement de groupe, ou simplement parce que vous ne comprenez pas le parcours, vous pouvez passer me voir et donc on vous expliquera votre parcours. Donc, sachez que vous avez une majeure, une mineure et le BOT. Hein, le BOT. Ah oui, ok, je ne vais pas vous confondre. Et voilà, donc je suis disponible pour vous. Et sachez que j'ai une adresse mail. Le numéro de téléphone en ce moment ne fonctionne pas. Je peux faire sortir les appels, mais je ne peux pas recevoir. Mais la panne va être réparée d'ici quelques semaines, je pense. Mais bon, vous pouvez venir me voir. Hein. Je pense que c'est mieux le contact que m'écrire des mails, alors que simplement il suffit d'un clic et je vous règle le problème. OK? Bon, donc bonne rentrée et puis bon courage. Alors, pour dire quelques mots à propos de votre formation et arriver progressivement à l'organisation de votre année. Donc, vous avez dû retenir a priori que vous êtes inscrit en sciences avec un pluriel, sciences du langage. Ce qu'on va vous amener à faire et à développer au cours de cette formation, c'est à réfléchir à cette très grande discipline qu'est la linguistique et aux différentes facettes des sciences du langage, puisque les sciences du langage vont vous permettre de raisonner, comprendre, avoir une réflexion aussi autour des langues et du langage. Donc à l'issue de la licence, si les choses se sont bien passées, vous aurez acquis des compétences qui sont à la fois disciplinaires, c'est-à-dire des compétences qui sont celles des sciences du langage, expliquer, décrire le fonctionnement du langage humain et des langues dans le monde, réfléchir aux similitudes mais aussi aux différences et à la diversité des langues du monde, comprendre aussi, décrire des mécanismes sociologiques, psychologiques du langage, des questions aussi autour de la mise en fonctionnement du langage chez l'enfant. Et puis évidemment, ce qu'on vous amène aussi à faire, c'est à analyser des données de langage. Donc pas seulement réfléchir au concept autour de la langue, mais aussi traiter des échantillons de langage. Et puis, comme dans toute licence, vous allez aussi avoir des compétences professionnalisantes. Vous êtes dans un cursus de sciences humaines et sociales, donc vous allez aussi apprendre à
expliquer, développer un raisonnement, apprendre aussi à écrire de plus en plus long, de plus en plus structuré, de plus en plus réfléchi. Donc si vous avez adoré les dissertes au lycée, vous allez adorer les dissertes à la fac. Et puis, ça fait pas trop... Et puis évidemment, il y a toutes les compétences transversales, l'utilisation d'outils numériques, exploitation des données, l'esprit critique, et puis tout ce qui a trait aussi, tout ce qui est lié aux langues vivantes étrangères, puisque vous allez continuer à apprendre des langues en tant que pratique dans votre licence. Évidemment, tout ça est dans la brochure. Donc toutes ces compétences, elles vont vous permettre d'accéder à différents domaines professionnels, par exemple l'industrie des langues, l'information et la communication, l'orthophonie aussi, je pense que beaucoup d'entre vous pensent aussi à ce débouché, les politiques linguistiques, l'édition, l'enseignement à travers le professorat des écoles, mais aussi l'enseignement du français en tant que langue étrangère, mais aussi des situations d'enseignement du français dans le cadre de la remédiation à l'illettrisme, le travail aussi en entreprise et le tourisme, etc., etc. Il y a aussi beaucoup de débouchés qui ne sont pas présentés ici, mais qui sont aussi ceux des sciences du langage. Donc, je te repasse la parole. Alors, voilà. Donc, à présent, je vais vous parler un peu de l'organisation de la licence, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle est structurée, la licence de sciences du langage, ce qu'il faut que vous compreniez pour après réaliser votre inscription pédagogique dont a parlé Laetitia Faudière tout à l'heure. Il faut que vous compreniez comment ça fonctionne en fait. Alors, le principe, c'est qu'il y a de votre licence, donc de votre licence 1, mais ce sera pareil pour les 3 années de licence, chaque semestre, c'est que vous avez un premier bloc qui est le bloc de votre majeur. Donc si vous êtes inscrit en licence de sciences du langage, votre majeur, c'est sciences du langage. Ça, c'est facile. Ensuite, vous avez la mineure, je vais en parler un peu plus tard. Et vous avez tout ce qui est cours transversaux, donc du BET. Donc c'est pareil, ça c'est Caroline Masson que vous venez d'entendre qui en est responsable. Les cours du BET sont les cours transversaux. Donc vous avez les UE de langue, enfin les cours de langue, les cours de professionnalisation, certains cours d'UE libre en fait, si vous voulez vous familiariser avec d'autres disciplines, d'autres approches, ou voire même des cours de sport. Alors ça ne vous est pas proposé en première année, mais après ça pourra être le cas. Mais je commence donc par vous expliquer le plus gros bloc, bien entendu, qui est votre majeur, donc la majeure sciences du langage. Son contenu en licence est très varié, en fait. C'est-à-dire votre bloc d'UE disciplinaire est très varié, puisque vous allez faire à la fois, vous allez faire de la morphologie de la syntaxe, de la sociolinguistique, de la phonétique et de la phonologie, de l'acquisition du langage et de la psycholinguistique, du traitement automatique des langues, appelé TAL, de la sémantique et de la pragmatique, donc des domaines extrêmement variés. Les sciences du langage, c'est moins une seule discipline qu'une constellation de disciplines. Donc au fur et à mesure des semestres, vous allez voir qu'il y a sans doute certains blocs, certaines disciplines qui vous intéressent plus que d'autres. Bon, ça c'est voilà, vous allez affiner votre parcours et vous allez pouvoir aussi affiner vos préférences et aussi vers là où vous voulez vous diriger. Mais globalement, vous aurez à chaque semestre ou à peu près chaque année des cours dans ces 6 disciplines, au sein de 6 découpages disciplinaires au sein de la majeure sciences du langage. Vous avez aussi des cours qui s'y ajoutent de méthodes, de méthodologie propres aux sciences du langage ou pas, de telle sorte que vous pouvez réutiliser au sein de certains ou tous ces cours. Typiquement, vous aurez au semestre 2 un cours de statistique, voilà, que vous pourrez réemployer dans certaines de ces disciplines. Vous avez également des cours transversaux qui sont moins disciplinaires qui traversent les disciplines. Au premier semestre, vous aurez introduction aux sciences du langage, mais aussi langue du monde, qui est donc un cours qu'on ne peut pas rattacher forcément à quoi que ce soit.
et un cours de sémiotique. Et un cours de sémiotique. Sémiotique. Ouais. Oui. Oui, d'accord. Ok. Oh, pardon, j'étais perdue. Voilà. Donc cette année, ça s'organise comme ça, c'est-à-dire qu'au premier semestre, vous aurez de la sémantique, de la phonétique, l'introduction aux sciences du langage et langue du monde, et c'est à peu près ça les cours disciplinaires que vous aurez. Et au deuxième semestre, de la grammaire, langage et société qui est un cours de sociolinguistique, sémiotique et pragmatique. Bon, tout ça évidemment peut paraître assez abstrait, ça va s'éclairer au fur de l'année. Et j'ai oublié statistique, parce que j'en avais déjà parlé, voilà, qui est un cours de méthode. Alors, en ce qui concerne l'organisation, vous allez voir que au fil des semestres, vous avez vos cours, ce qu'on appelle une UE, une unité d'enseignement. Donc quand on vous dit UE, c'est unité d'enseignement, ça veut dire cours. Voilà. Vont s'organiser différemment selon les matières, en fait. Selon les UE, l'organisation n'est pas la même. C'est-à-dire que vous allez avoir des cours qui vont consister uniquement en un cours magistral. Qu'est-ce qu'un cours magistral? C'est un cours en amphi, comme on est là aujourd'hui. Donc un cours en amphi qui est donc assez monologal, hein, c'est-à-dire que en général, vous avez, comme vous voyez vous êtes assez nombreux, vous avez l'enseignant qui vous parle et il n'y a pas tellement d'interaction, on va dire, on est plus dans un rapport unilatéral. Donc vous allez avoir des cours où vous n'aurez qu'un cours magistral. C'est le cas de sémiotique au deuxième semestre et c'est le cas de langue du monde que vous aurez au premier semestre. Vous avez des cours où vous n'aurez que des TD. Qu'est-ce qu'un TD? C'est un cours en petits groupes. Enfin, le groupe peut être un peu grand parfois, hein, mais en tout cas, c'est dans des salles de taille raisonnable avec maximum 40 personnes, où vous pouvez avoir un rapport plus interactif avec votre enseignant et le cours qui vous est délivré est plus appliqué. C'est le moment de faire des exercices, de poser des questions plus précises, de mettre en pratique en fait certaines notions. Donc vous avez des cours où vous n'avez que des TD. Ça va être le cas de pragmatique, grammaire et statistique. Et vous avez des cours où vous avez les deux, un cours magistral et un TD. C'est le cas donc, au premier semestre d'introduction aux sciences du langage, de sémantique et de phonétique, et au deuxième semestre de langage et société. Donc voilà, vous avez plusieurs types d'organisation pour les cours. Donc quand vous avez un cours où il y a un CM plus un TD, vous allez au cours magistral et ensuite vous faites les exercices d'application et d'approfondissement en TD. Bon, sur le principe, c'est ça. Voilà. Tout ça est dans la brochure. C'est pas forcément, vous allez vous familiariser, mais toutes ces infos, vous les retrouvez dans la brochure, bien entendu. Alors, ça concerne donc votre bloc, on va dire, de majeur. Ça, pour tous les étudiants et étudiantes qui êtes là et qui vous êtes inscrits en majeur sciences du langage, vous aurez tous et toutes cela. Ensuite, on arrive au second bloc de votre, de votre parcours, hein, de votre licence, qui est votre mineur. Ok ? Donc vous devez... Alors, il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, parmi vous, certains et certaines ont été acceptés en licence sciences du langage avec une mineure professorat des écoles. Dans ce cas-là, votre mineur, c'est professorat des écoles. Et d'autres ont été acceptés dans la licence avec une mineure humanité. La mineure humanité est en fait une mineure qui se divise en plein de mineurs, que là, vous allez devoir choisir le jour de votre inscription pédagogique. Donc, soit à ce stade-là, hein, au niveau de votre inscription administrative, soit vous êtes inscrit en mineur professorat des écoles, on va vous en parler tout à l'heure, mais du coup, vous n'avez plus à choisir votre mineur, elle est déjà choisie, vous l'avez déjà choisie. Soit vous êtes en mineur humanité, et dans ce cas-là, il va vous falloir choisir en fait exactement votre mineur. La mineure, il faut que vous vous rendiez compte, voilà, c'est environ, en termes de volume horaire de cours, 4h30 à 6h par semestre, ça dépend des mineurs, et ça dépend des semestres. Et voilà, c'est à peu près ça par rapport à votre majeur. Donc, les mineurs que vous pouvez choisir, vous pouvez faire
mineur sciences du langage, c'est-à-dire majeur sciences du langage, mineur sciences du langage renforcées, c'est-à-dire total sciences du langage. C'est une première possibilité. Vous pouvez faire une mineure au département de didactique et français langue étrangère. C'est une autre possibilité. Vous pouvez faire une mineure de lettres modernes, d'humanité numérique. On va vous les présenter, hein. Mais c'est pour déjà vous donner un aperçu. Et ensuite, vous pouvez faire une mineure de langue, c'est-à-dire soit d'allemand, soit d'anglais, soit d'espagnol, soit d'italien. Attention sur les mineurs de langue, vous serez avec les majeurs de langue. Le niveau est donc très élevé. Donc il faut que vous soyez sûr de votre coup, quoi, en ce qui concerne votre niveau dans la langue souhaitée, si vous vous inscrivez en mineur de langue. En revanche, vous pouvez aussi faire une mineure de sanskrit. Et là, on n'attend pas du tout que vous ayez une quelconque base en sanskrit. Vous pouvez donc commencer en étant parfaitement débutant. Alors, en ce qui concerne ces mineurs, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que certaines sont organisées par le département ILPGA, par notre département de sciences du langage. C'est celle dont on va vous parler un peu plus longuement parce que c'est nous qui les organisons. D'autres sont organisées par d'autres départements. Donc, sur les mineurs organisés par d'autres départements, donc le département d'anglais, d'allemand, d'espagnol, de français, langue étrangère, d'italien, de lettres modernes et de sanskrit, en fait, pour tout ce qui relève de questions pédagogiques, d'organisation, etc., il faut voir avec les départements concernés. Parce que nous, comme ce n'est pas notre département, par définition, ça ne relève pas de notre organisation. Okay, donc voici les mineurs qui peuvent être... Alors évidemment, hein, tout est quand même fait pour que ça fonctionne, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est-à-dire que sur des questions de gestion d'emploi du temps, de tout ça, nous on n'aura pas la réponse. Notamment pour l'emploi du temps, qu'il faudra aller chercher auprès de ces départements-là. Donc ça, ce sont donc, je commence par ce dont je ne vais plus vous parler, ce sont les mineurs organisés par d'autres départements. Maintenant, il y a des mineurs qui sont organisés par l'ILPGA, qu'on va vous présenter un peu plus, développer un peu plus, puisque ce sont celles que nous organisons. Je fais peut-être la majeure. Tu veux où je fais la majeure? Oui, comme ça, voilà, ça. C'est comme je suis dans la foulée. Voilà. Donc, alors, premier cas de figure. Là, majeur renforcé. Donc, en fait, c'est la mineure sciences du langage. Alors, elle a un intitulé un petit peu, délicat à saisir. Mais en fait, c'est comme si vous êtes en majeure sciences du langage, mineure sciences du langage. On appelle ça la majeure renforcée. Voilà. Donc, c'est vraiment si vous faites full sciences du langage. Qui donc vise vraiment, c'est si vous êtes vraiment, vous savez déjà que vous êtes passionné par les sciences du langage et que vous voulez vraiment aller voir du côté d'approfondissement disciplinaire ou de discipline peut-être, de discipline de sciences du langage complémentaires, tout ça, vous pouvez faire majeur renforcé, qui en L1 se divise donc en un cours de oral, normes et usages, où vous apprendrez un peu comment est-ce que la langue varie selon les contextes, globalement sociaux d'utilisation. Et vous aurez au deuxième semestre un cours de discours, c'est-à-dire d'analyse des discours et des textes en société. Vous aurez aussi des cours de méthodologie des sciences du langage, alors méthodologie des sciences du langage 1 et 2, qui ne sont pas des cours de méthodologie. Tout à l'heure, je vais vous parler d'un cours de méthodologie du travail universitaire. Les cours de méthodologie des sciences du langage 1 et 2 visent réellement à vous apprendre des choses spécifiques aux sciences du langage, des méthodologies spécifiques aux sciences du langage, notamment des méthodologies de lecture, de recherche, d'enquête propres aux sciences du langage. Voilà, donc c'est vraiment, si vous voulez vous approfondir votre formation de majeur, être plus complet en sciences du langage. À l'issue de cette première année en sciences du langage renforcées, vous pourrez faire une licence de sciences du langage monodisciplinaire, qu'on appelle monodisciplinaire, c'est-à-dire, encore une fois, full sciences du langage. Ce qui paraît logique, ce sera la suite. Voilà, pour la majeure renforcée.
Ou dites mineur sciences du langage, vous pouvez. C'est un peu voilà, la terminologie est un petit peu délicate, mais c'est vraiment si vous faites majeur et mineur en sciences du langage, c'est cela. Alors, je passe la parole à Tiffany Bertin qui va vous présenter donc la mineure professorat des écoles pour donc elle qui n'est pas une mineure à choix réellement. Alors bonjour à tous et à tous, donc je me présente, je suis Tiffany Bertin, donc à la fois co-responsable de la licence sciences du langage avec Madame Masson et responsable de la mineure professorat des écoles. Alors, la mineure professorat des écoles, je vais vous en toucher 2 mots puisqu'elle est co-organisée par notre département et je vais vous en parler un peu après, un deuxième département. Donc évidemment, elle s'adresse particulièrement à ceux qui visent le métier de professeur des écoles, donc premier degré, donc tout ce qui est maternelle et primaire. Alors dans cette mineure, vous allez avoir des disciplines variées. Il va y avoir évidemment de la linguistique, mais vous allez aussi avoir des lettres, des sciences, des maths, de l'histoire géo, de la bio, et aussi des cours supplémentaires en acquisition du langage, que vous n'avez pas si vous n'avez pas la mineure. Quel est l'objectif de cette mineure ? En fait, c'est pour vous permettre de garder le contact avec des disciplines que vous allez avoir quand vous allez faire le master de préparation au métier de l'enseignement, mais que vous n'avez plus pendant votre licence. Donc pour certains d'entre vous, les maths, ça remonte à la seconde. Certains n'en ont pas fait ni en première ni en terminale. Et après, vous allez en récupérer en 4e année. Donc nous, on s'est dit que vous en mettez un petit peu entre les deux, ça serait peut-être pas mal. Un peu de maths, un peu de bio, tout ça, parce que tout ça, vous allez y retoucher en 4e année. Donc c'est l'objectif de la mineure. Voilà, c'est de garder le contact et puis d'avoir aussi un début d'approche un peu didactique. Il faut savoir que les cours de sciences, maths, histoire, géo et biologie sont assurés par des enseignants de collège et lycée. Donc ce sont des gens de terrain qui viennent vous faire ces cours-là. Donc ils savent de quoi ils parlent. Voilà. Et puis donc le deuxième objectif, évidemment, développer de nouvelles connaissances sur le développement langagier, qui est un des aspects fondamentaux travaillés à l'école. Alors, donc, comme je vous disais, cette mineure est commune avec la licence de lettres. Donc le deuxième département qui gère cette mineure, c'est le département LLFL, donc le département de lettres. Donc il y a certains cours qui vont être gérés par nous, d'autres qui vont être gérés par le département de lettres. Je vous montrerai après sur la diapo d'après comment savoir quel cours est géré par qui. Parce que, par exemple, moi, si vous m'écrivez pour me dire « je ne trouve pas l'horaire du cours de lettres », eh ben, je vais vous dire « moi non plus ». Ou alors, si moi, je trouve l'info, ça veut dire que vous pouvez la trouver. Parce que moi, l'info, je vais la chercher sur Google, je tape « brochure » ou « emploi du temps, licence, lettres, Paris 3 » et je tombe sur le document. Donc si moi, je peux le faire, vous y arriverez aussi. Mais je vais vous donner les indications pour les cours concernés. Voilà, donc certains des étudiants qui vont être en majeur de lettres vont aussi suivre les cours de cette mineure. Et donc il va y avoir des cours communs, mais il y a aussi des cours spécifiques, évidemment, en lien avec vos majeurs. Alors le volume horaire, c'est comme pour toutes les autres mineures, 4 heures par semaine en L1 et L2, donc vous avez 2 UE. À part une, vous allez voir, c'est 2 UE, mais en fait, c'est quand même un peu la même, parce que c'est 4 heures de la même chose. Et en L3, c'est 6 heures, comme pour toutes les mineures. Alors, donc ça, c'est toujours pareil, c'est dans la brochure. Donc au premier semestre, vous allez avoir un cours commun avec ceux qui auront choisi de faire la monodisciplinaire en sciences du langage, donc le cours de oral norme et usage. Alors si vous regardez bien, le code UE, c'est un code en L. Vous avez un L1 ML001. Vous, ce qui vous intéresse, ce que vous devez regarder, c'est le L. L, linguistique, donc c'est l'ILPGA qui gère. Le deuxième, c'est méthodologie d'analyse littéraire. Bon, déjà dans le titre, vous devinez quand même un petit peu que ce n'est pas tellement l'ILPGA qui va gérer ça. Et donc ça, c'est un cours géré par le département de lettres. Et donc vous voyez, lui, son code, il commence par F. Alors ne me demandez pas F, lettres, cherchez pas. L, c'est pour linguistique, F, c'est les lettres. On va dire français. Voilà, donc là, par exemple, pour ce cours-là, moi, je n'ai pas l'emploi du temps. Et si je le trouve, c'est parce que vous pouvez le trouver aussi. Alors évidemment, en cas de gros soucis, grosses questions, vous pouvez m'écrire et moi, je vois directement avec les collègues. Mais en cas de problème avec cet enseignement, il faut voir avec le département des lettres. Donc tous les cours en F sont gérés par le département de lettres. Et donc au deuxième semestre, c'est ce que je vous disais. Alors vous avez 2 fois 2 heures, mais du coup c'est un cours de littérature. Donc de nouveau, il n'y a qu'un cours, mais qui va faire 4 heures. Ça sera 2 blocs de 2 heures. Et avec un code en F de nouveau, donc c'est le département de lettres. Alors je vous le dis tout de suite, mais on vous le répétera de toute façon avant le deuxième semestre. Certains cours, ça vaut aussi pour d'autres enseignements, éventuellement pour d'autres mineurs. Vous avez parfois un choix à faire, c'est-à-dire qu'arrivé au moment des IP, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs choix possibles. Donc c'est toujours pareil, allez chercher les brochures des autres départements, donc des départements de votre mineur, parce que vous allez trouver des informations, et notamment là, pour ce cours-là, c'est déjà pas mal de savoir quels cours vont vous être proposés au moment des IP.
Parce que les IP, c'est premier arrivé, premier servi. Donc si vraiment vous êtes intéressé par un enseignement, vous avez intérêt à avoir réfléchi avant. Autre conseil, alors là, pour deuxième semestre, je crois qu'il n'y a pas d'UE Pro. Je crois que c'est aussi deuxième semestre. Les UE Pro, oui. Donc dans vos enseignements transversaux, vous vous rappelez, vous avez 3 blocs, la majeure, la mineure et puis les cours transversaux. Vous allez avoir les langues, les linguistiques et les fameuses UE Pro et UE Libre. Quand vous êtes en mineur professorat des écoles, si vraiment c'est votre truc et vous voulez vraiment faire ça et vous ne voulez pas voir autre chose, dans les cours du BET, alors pas au premier semestre mais au deuxième, il y a ce qu'on appelle les UE Pro et c'est rangé par catégorie. Et il y a notamment une catégorie qui s'appelle métier de l'enseignement. Et donc si vous êtes sûr que vous voulez prendre un truc dans l'enseignement, allez voir directement là, c'est rangé par thématique. Et ceux qui ne sont pas en mineur professorat des écoles mais qui sont aussi intéressés par l'enseignement, allez voir aussi dans la liste de ces enseignements-là. Voilà. Et je pense que j'ai fait le... Juste une petite remarque. Alors, vous n'êtes pas concernés tout de suite, mais il va falloir que vous y réfléchissiez pour l'année prochaine. Il y a donc une réforme dans la formation des enseignants, avec notamment un parcours de pré-professionnalisation qui est proposé dès la L2. Attention, cette information concerne tous les étudiants, même ceux qui ne sont pas dans la mineure professorat des écoles, mais tous les étudiants qui sont intéressés pour devenir professeurs des écoles. À partir de la L2, vous pouvez candidater, dès la fin de la L1 même, vous pouvez candidater pour entrer dans un dispositif qu'on appelle l'AED. Alors ne demandez pas ce que ça veut dire, parce que l'acronyme, des fois il change pas, mais ce qu'on met dedans, ça change. Donc bref, AED Pré-Pro. Et en fait, vous avez, si vous êtes recruté, vous avez un contrat de travail, et pendant 8 heures par semaine, vous êtes en classe. Donc la première année, c'est surtout de l'observation. Ensuite, vous avez de plus en plus de responsabilités. Donc c'est un contrat de travail, ça veut dire rémunération. C'est pas énorme, hein, mais la première année, je crois que ça doit être dans les 600 ou 700 €. Et puis ça augmente au fur et à mesure. Hein. C'est cumulable avec la bourse. Hein, donc je vous le dis. Et voilà, ça permet de prendre connaissance du terrain avant de se lancer dans une filière, parce que tous les ans, on a des étudiants qui finissent le master MEF, puis qui finalement, ils se disent « Non, mais je veux absolument pas être enseignant, finalement, ça me dit rien du tout ». Là, au moins, vous êtes AED, vous allez sur le terrain, et il y en a, même encore l'année dernière, moi j'ai des étudiantes, elles ont fait une année de L2, une année de L3 en AED, et elles m'ont dit, en fait, je veux pas faire ça. Mais parce que le terrain, il est ce qu'il est aussi. Donc voilà, je vous encourage, je trouve que c'est une bonne opportunité pour découvrir le métier, avant de s'engager dans une voie jusqu'à un bac+5, et puis de se dire, non mais finalement, c'est pas pour moi. Donc, moi, je surveille régulièrement. En fait, il faut aller sur le site des académies. Alors, ça change à peu près tous les 3 mois. L'année dernière, on était partenaire de l'Académie de Paris et de l'Académie de Créteil. L'Académie de Versailles, vous oubliez. Cette année, l'Académie de Créteil avait l'air de dire qu'ils prenaient personne, mais ils ont quand même pris du monde. Donc, enfin, de Paris, en tout cas. Visée Académie de Paris. Au moins, on est sûr, on est partenaire, là, ça ne bougera pas. Il faut surveiller très très régulièrement en tapant sur Google AED, Pré-Pro, L2, Académie Paris, bref, vous trouvez des mots-clés, moi c'est comme ça que je fais. Vous tombez sur les pages dédiées, la période d'ouverture, elle est très courte. Si vous ratez le coche, c'est foutu. C'est déjà, enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est long. Et donc si vous ratez le coche, c'est mort. En fait, en allant sur la page des académies, vous avez un formulaire en ligne à remplir. Donc faites-le, soit c'est en mai, soit c'est en juin. Cette année, c'était en juillet. Faut surveiller. Mais je vous le dis, si vraiment ça vous intéresse, dès avril, vous allez sur les sites. Moi, dès que j'ai l'info, je vous l'envoie, mais je ne l'ai pas toujours. Donc, je suis comme vous, tous les jours, je vais voir, est-ce qu'ils ont mis le site à jour, et dès que c'est à jour, j'envoie un mail. Mais de votre côté, regardez aussi. Voilà, puis après, pour la L3, j'aurai le temps de vous en reparler. Donc voilà pour la mineure professorat des écoles. Alors, il y a une autre mineure qui est organisée par le département ILPGA. Donc c'est la mineure qui s'appelle Humanité numérique. Attention, hein, j'insiste bien sur le numérique. Alors la responsable, c'est donc Madame Johanna Galeron. Alors je sais de vous en toucher 2 mots, mais moi les humanités numériques, c'est un peu éloigné de mon domaine. On complétera si jamais. Hein, voilà. Donc en gros, pour les humanités numériques, l'idée c'est donc c'est une discipline qui est en plein développement. C'est tout ce qui va concerner le traitement informatique de la langue. Mais par exemple, j'essaie de trouver des exemples parce que c'est pas... Donc là, on vous dit qu'il peut y avoir une orientation de lettres, une orientation dans les langues. En fait, vous allez vous appuyer sur les enseignements en sciences du langage. Et par exemple, vous allez apprendre à... attendez, je vais mettre le cours, ça sera plus facile.
Écriture web. Donc, comment on fait quand on veut, par exemple, créer un site internet, coder pour faire un site internet. De l'archivage numérique. Par exemple, dans les bibliothèques, on a besoin de faire des archivages. Donc, comment on travaille pour faire de l'archivage numérique. Alors, programmation en Python. Bon, là, c'est de la programmation. Je ne vais pas vous mentir, le titre est suffisamment clair. Exploration informatique de corpus annoté. Alors, un corpus, c'est une espèce de grande base de données avec plein d'informations à l'intérieur. Par exemple, nous, on travaille sur des corpus d'enfants. Donc, on enregistre des enfants en train de parler. Puis après, on se retrouve avec des... Donc, tout est transcrit. Et puis, on se retrouve, je ne sais pas, avec des fois 10 000 lignes qui sont transcrites. Et on ne peut pas traiter ça à la main, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir qu'on annote. Par exemple, moi, je travaille sur les pronoms personnels. Il va falloir que dans mon corpus, je mette des étiquettes sur tous les pronoms personnels. Et ça peut être fait automatiquement, parce qu'on a des gens qui travaillent en humanité numérique avec nous et qui nous aident à développer des outils dans ce sens-là. Et comme ça, je vais pouvoir ressortir, faire des analyses automatiques. Voilà, donc exploration informatique de corpus annoté, c'est cette idée-là. Voilà, donc en gros, tout ce qui concerne le rapport entre le numérique et la gestion de données de langue, de données textuelles. Il n'y a pas de prérequis. Donc même si vous n'avez jamais fait d'humanité numérique, il n'y a pas de prérequis, vous pouvez tout à fait vous inscrire dans cette mineure. Alors évidemment, l'ordinateur est préférable parce qu'il y a beaucoup de cours d'informatique, donc il est préférable que vous ayez votre propre ordinateur. Et notre collègue nous a dit pas de Chromebook. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a pas mal d'outils qui ne tournent pas avec les Chromebooks. Voilà, je ne peux pas du tout vous en dire plus, c'est tout ce que je peux dire. Alors, juste quelques informations que notre collègue nous a transmises. Donc, pour les L1, le cours d'introduction à l'humanité numérique aura lieu le jeudi de 17h à 19h. Je ne pense pas que ça ait changé. Donc, ça doit être ça. Oui, parce qu'elle avait renvoyé les infos. Donc, ce sont les actus, c'est à jour. Et le cours d'écriture web, alors ça c'est un cours, il y a plusieurs groupes possibles. Pour ceux qui sont dans la mineure humanité numérique, notre collègue nous a dit il faut vraiment vous inscrire sur un créneau en particulier parce que ce créneau il vous est réservé, c'est le vendredi de 11h à 12h30. Ne vous mettez surtout pas sur un autre créneau. Voilà, donc ceux qui sont intéressés par cette mineure, écriture web, vendredi 11h, 12h30 et pas sur les autres créneaux. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de faire la queue devant le secrétariat pour refaire changer votre IP. Voilà, vous n'avez pas envie. Donc vous retenez vendredi 11h, 12h30 pour écriture web. Voilà, je te laisse. Ok, alors, donc on a fini on a vu les majeurs, on a vu les mineurs. Je dis un mot sur les UE transversales, c'est-à-dire ce qui relève normalement du BET, du Bureau des études transversales, tout bêtement. Alors, je vous ai mis aussi sur le diaporama le tableau récapitulatif. Donc, ça peut vous paraître un peu abstrait, mais en fait, c'est juste tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Vous avez UE majeur, c'est la majeure. Et vous voyez là, il y a le volume horaire hebdomadaire vous montre que, par exemple, en langue du monde, vous avez un CM, mais vous n'avez pas de TD. Qu'en sémantique, vous avez 1 heure de CM, 1 heure de TD, par exemple. Bon, ça, vous arrivez à décrypter. Ça vous donne les coefficients pour après, à la fin de l'année, de chaque UE, et les ECTS. Bon. Vous avez en bas UE spécialisation disciplinaire, c'est ce qu'on appelle la majeure renforcée dont je vous parlais tout à l'heure, ou UE mineur, c'est les mineurs dont vous a parlé. Et vous avez les fameuses UE transversales. Il faut savoir que pour les raisons... Alors, culture numérique, bon, c'était déjà prévu à distance, mais les UE transversales, pour les raisons de problèmes de salle dont vous avez déjà entendu parler, auront lieu cette année à distance. Ça concerne... Alors, attendez, parce que c'est plus complexe que ça. Ça concerne la langue vivante, puisque vous allez devoir, même si vous inscrivez, peu importe la mineure dans laquelle vous vous inscrivez, vous devez avoir une UE de langue. Je vais ça peut être des langues différentes, mais vous avez une UE de langue. En revanche, méthodologie du travail universitaire, chez nous, c'est organisé par l'ILPGA. D'accord ? Donc, ce sera en présence. Je vous l'accorde, c'est pas tout à fait évident, mais retenez que culture numérique, langue vivante, c'est à distance et que les UE organisés par le BET, le Bureau des études transversales, seront à distance cette année pour des raisons de problèmes de salle. Je vais y revenir après.
Alors, je clôt là-dessus. Alors, le BET, je vous en dis vraiment juste qu'un mot, parce que justement, c'est le principe, c'est que c'est pas nous, c'est le BET qui organise et pas nous. Donc, il faut aller voir sur le site de BET, vous commencez à comprendre le principe. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui sont dans d'autres majeurs que sciences du langage. Ok. Donc, je pense que vous vous ennuyez un petit peu. Vous pouvez partir. Mais en tout cas, retenez donc que vous... Alors, comme ça, je vous donne juste la diapo qui vous intéresse. Donc, ça, c'est pour les gens qui sont dans une majeure autre. Donc, soit en espagnol, soit en sanskrit, soit en anglais. Donc, déjà, votre contact, c'est René Lacroix. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Et voici votre programme de l'année. Donc, vous aurez comme cours de sciences du langage, introduction aux sciences du langage, les langues du monde au premier semestre et langage et société et communication au deuxième semestre. Donc maintenant, l'avantage d'être venu, c'est que vous savez comment on fonctionne et que vous trouverez toutes les informations sur le site qui seront actualisées au fur et à mesure. Voilà, je ne vous évoquerai pas votre situation plus longuement, donc ça ne me semble pas utile de vous retenir. Alors, donc, je vous ai parlé des UE du BET qui auront lieu à distance, mais c'est pas forcément les seuls. Je vais y revenir, je vais développer ça tout à l'heure. Donc certaines de vos UE vont avoir lieu en distanciel, donc à distance, et en asynchrone. Donc ça, c'est vraiment important que vous compreniez ce que c'est que le distanciel asynchrone. C'est-à-dire que donc je vais vous présenter la plateforme de cours en ligne. Hein. Donc le cours sera déposé sur cette plateforme de cours en ligne, sur le NT, tout bêtement, qui chez nous s'appelle eCampus. Mais vous n'aurez pas un cours en visio, si vous voulez. Vous n'aurez pas à être là à l'heure du cours. Il n'y aura même pas d'heure du cours. Ça ne correspondra pas à quelque chose en particulier. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'obligation de présence en ligne sur un créneau fixe. Vous aurez du contenu qui sera déposé sur l'espace de travail, à consulter, sans doute des exercices à faire, peut-être des vidéos à regarder, mais en tout cas, ce ne sera pas en synchrone. Ok. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez typiquement, quand vous constituez votre emploi du temps, ces cours-là ne peuvent pas rentrer en chevauchement avec d'autres cours, puisque vous pouvez les consulter toute la semaine. Ok, enfin, à n'importe quel moment, en fait. J'insiste, du coup, parce que qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les partiels auront lieu aussi à distance pour ces cours-là. Donc ça, il faut que vous l'ayez bien en tête. Hein. Okay. Alors, je vous fais un récapitulatif parce que c'est pas évident. Au premier semestre, pour vous, pour la majeure, tout est en présence, excepté votre cours magistral de sémantique. Ok. Toutes les UE transversales du BET à distance. Ça, ce sera toute l'année, c'est assez simple. Bref. Mais le cours de méthodologie du travail universitaire, dit MTU, en présence. Voilà. Bon, je vous ai fait une petite diapo. Je vous ai indiqué tout ce qui était à distance, c'est indiqué par les flèches rouges. Voilà, histoire que vous puissiez vous y repérer. Ok. Mais donc, même si les CESUE sont à distance, évidemment, il faut que vous vous y inscriviez. Ça, c'est tout à fait important. Et que vous les validiez. Hein. C'est pas parce que c'est à distance que... Voilà. Il faut vous y inscrire et les valider. Alors, CESUE à distance auront donc lieu sur la plateforme, sur le NT de la Sorbonne Nouvelle, qui est eCampus, que je vous ai mis un hibou et une petite... et en gros, la capture de ce à quoi ressemble eCampus. Bon, alors vous voyez à quoi ça ressemble, ça se présente comme ça, on vous dit bonjour. Et ensuite, par exemple, un cours, typiquement, ça se présente comme ça, où vous pouvez avoir différents types de ressources, des fichiers PDF, des liens vers des vidéos, des quiz, des questionnaires. Il peut y avoir tout un ensemble de ressources que vous allez avoir, selon les cours, hein, sur l'espace eCampus. Alors, attention, tout le monde se sert d'eCampus, surtout dans notre département. C'est-à-dire que vous aurez aussi des choses sur eCampus pour les cours en présence. Mais on va dire que ça, vos enseignants vous le diront au fur et à mesure. En tout cas, mais en tout cas, pour les cours à distance, évidemment, c'est puisque ce sera par
par cet espace-là que vous allez interagir avec vos enseignants. Pour avoir accès à eCampus, Laetitia Faudière vous l'a dit tout à l'heure, activez votre ENT. De toute façon, à ce stade-là, il faut vraiment que voilà, vous n'allez pas vous en sortir sinon. Activez votre ENT, vous activerez donc votre espace e-Sorbonne, votre espace eCampus, votre adresse mail, tout ce qui va pouvoir vous permettre de survivre cette année. Voilà. Pour l'activer, vous allez ici. De toute façon, vous tapez activation de votre compte informatique Sorbonne Nouvelle, ça va vous renvoyer là. Et avec votre numéro de carte d'étudiant, vous allez pouvoir tout débloquer et c'est très simple. Ça vous donnera donc ensuite accès à, d'une part, eSorbonne. eSorbonne, c'est pour toutes les infos admin, d'ordre administratif. Donc vous avez votre dossier de scolarité, notamment vos notes, c'est là que vont apparaître vos notes quand vous aurez des notes, et votre messagerie. Premier espace, c'est eSorbonne. Deuxième espace, c'est eCampus. Et là, c'est pour tout ce qui est cours en ligne. D'accord ? OK. Donc faites-le, mais dès maintenant, quoi. Enfin, vous allez voir, c'est utile. Bref, ça va vous ouvrir un monde. Donc, tu veux... Voilà, je repasse la parole à Tiffany Bertin. Alors, maintenant que vous savez ce que vous allez faire, la question, c'est comment vous allez réussir à faire tout ça, et surtout réussir à aller jusqu'au bout. Donc, comment réussir sa licence en sciences du langage ? Alors, quelles sont les règles de validation par rapport au contrôle des connaissances ? Donc, pour valider une unité d'enseignement, vous avez 2 sessions. Il y a une session 1, c'est comme au bac, la session 1, c'est-à-dire la session que tout le monde va passer. Il faut savoir qu'à Paris 3, la modalité d'évaluation qui est adoptée, c'est le contrôle continu. C'est-à-dire que vous avez pour chaque enseignement au moins, je dis bien au moins, 2 notes. Il peut y en avoir plus. Alors ça peut être 2 devoirs sur table, ça peut être un dossier puis un devoir sur table, ça peut être un travail hebdomadaire qui est demandé par les enseignants, plus un dossier, plus un devoir sur table. Ça peut être de la participation, plus des exercices à faire à la maison, plus un devoir sur table. Très souvent, la deuxième note, en tout cas la dernière note, c'est un devoir sur table en fin de semestre. Donc voilà, ce qui vous donne quand même plus de chances de réussite, puisque vous pouvez avoir plusieurs notes plutôt qu'une seule note finale. Donc ça, c'est le cas le plus général. Après, il est aussi possible que vous demandiez, vous disiez, non mais moi je ne peux pas faire un contrôle continu pour diverses raisons. Je sais pas, je suis salarié, je ne peux pas être présent sur les horaires de cours. Et donc vous demandez le contrôle terminal intégré, donc ce qu'on appelle le CTI. Donc le CTI va vous dispenser d'assiduité, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de venir au cours. Et par contre, là, vous n'aurez qu'une seule épreuve à la fin du semestre, par contre sur l'heure de cours. Donc il faut, même si vous demandez en CTI parce que vous demandez un CTI parce que vous êtes salarié, vous ne pouvez pas être présent au cours, il faut quand même anticiper le fait que l'avant-dernière ou la dernière semaine de cours, sur l'horaire du cours, il y aura un examen pour vous. Mais bon, vous avez largement le temps de l'anticiper. Attention, la demande de CTI, elle se fait au maximum 4 semaines après la rentrée. Donc cette année, la demande de CTI, c'est avant les vacances de Toussaint. Il faut savoir que le CTI, il faut en demander un dans chaque département concerné. Donc pour votre majeur qui est sciences du langage, il faut déposer un formulaire au secrétariat. Le formulaire, vous le trouvez en ligne. Donc vous inscrivez sur le formulaire le code des UE que vous voulez passer en CTI, enfin de l'UE ou des UE. Mais si par exemple c'est une UE d'anglais, par exemple, parce que c'est votre mineur d'anglais, je n'ai pas pris le bon exemple, on va prendre lettres, ça il n'y aura pas de confusion, c'est une UE de lettres parce que vous êtes en mineur lettres, il faut déposer une demande au département des lettres. Attention, toutes les UE ne proposent pas forcément de contrôle terminal intégré. Alors, je n'ai plus en tête toutes les modalités d'évaluation pour les L1, mais il faut savoir que vous allez trouver, alors pas tout de suite, mais aux alentours de la rentrée, sur la page internet de la licence sciences du langage, il y a un document qui s'appelle MCC, licence sciences du langage, modalité de contrôle des connaissances. Toutes les informations concernant les évaluations sont dans ce document. Donc, comment vous allez être évalué ? Si vous êtes en contrôle continu, si vous êtes en CTI, et même pour le rattrapage. Et du coup, là, vous verrez si l'UE concernée a un CTI, propose un CTI ou pas. Bon, de toute façon, généralement, quand vous remplissez le formulaire,
vous montez au secrétariat voir Patricia Hernandez, et elle vous dit non mais en fait l'UE là vous pouvez pas l'amender parce qu'il n'y a pas de CTI pour cette UE. Bon, généralement en licence, la plupart des UE le proposent. Donc ça c'est les deux possibilités que vous avez. Autre possibilité, vous avez fait tout ce que vous pouviez, puis vous n'avez pas eu la moyenne. Vous avez besoin, enfin, on vous offre en tout cas la possibilité de passer au rattrapage. Alors soit vous n'avez pas eu la moyenne, soit vous n'avez pas pu passer l'épreuve. Et donc vous pouvez passer les examens de rattrapage. Donc cette année, en gros c'est entre fin juin et début juillet. Parce que comme tout était décalé cette année, je ne sais plus. Je ne sais pas s'ils ont redécalé les rattrapages. Mais donc il faut s'inscrire au rattrapage. La plupart du temps c'est début juin les inscriptions et les examens sont fin juin, début juillet. Donc voilà. Alors, comment ça se passe? Donc on vous a dit au semestre 1, donc vous avez en rouge les UE de votre majeur. Alors je ne vais pas reprendre le code couleur. En gros, tout ce qu'on pense entre les UE, donc toutes vos unités d'enseignement. Donc tout à l'heure on vous a dit vous allez avoir sémantique, langue du monde, introduction aux sciences du langage, phonétique. Il faut savoir que tout ce que vous avez, tout ce qu'on pense. Donc vous prenez vos notes, vous faites la moyenne en tenant compte des coefficients qui sont indiqués dans la brochure sur le joli tableau que ma collègue vous a montré juste avant. Et vous savez si vous avez ou pas votre année. Les UE se compensent entre elles. Les semestres se compensent entre eux. Voilà, donc tout ce qu'on pense. Donc si vous avez un 8 quelque part et que vous avez un 12 ailleurs, si c'est le même coef, il n'y a pas de problème, ça se compense. Et donc pour valider, évidemment, il faut avoir une moyenne supérieure à 10 sur 20. Là, vous êtes content. Pareil pour le semestre 2. Et donc les deux semestres se compensent entre eux. Voilà. Alors je voulais vous dire aussi autre chose parce que je reçois des mails. Attendez, je regarde. Donc tout ce qu'on pense, et j'ai pensé à une autre information, mais je ne me rappelle plus. C'est pas grave. Pour avoir les informations, donc on vous en a un petit peu parlé tout à l'heure, vous avez sur le site internet la charte de l'évaluation qui va présenter les règles de validation des UE, la charte des examens, modalité de contrôle des connaissances du diplôme, c'est le fameux tableau dont je vous parlais. Toutes les informations sont dedans. Alors je pensais à ça. Là pour l'instant ça vous paraît peut-être un petit peu loin, mais quand vous allez vous rendre compte que vous avez une note un petit peu juste, vous allez commencer à vous poser des questions, tout est dedans. C'est-à-dire par exemple, il y avait une grève de RER, j'ai pas pu aller passer mon épreuve, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? C'est écrit dedans. Et qu'est-ce que je peux emmener comme justificatif? C'est-à-dire qu'est-ce qui peut être accepté comme justificatif d'absence à une épreuve? C'est écrit dedans. Comment se compensent les unités d'enseignement les unes par rapport aux autres? C'est écrit dedans. Vraiment, vous avez accès à toutes les informations, que ce soit dans la brochure ou dans ces documents. Donc n'hésitez pas à y aller. Je redouble, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux garder comme validé ou pas? Donc allez-y. Dites-vous que, avant de nous poser une question en nous demandant une information, essayez de la trouver. C'est important. Parce que quand on a 250 mails, vous avez quand même une chance sur 250 qu'on rate votre mail. Et surtout quand on arrive au mail, il est 2h du matin, on est au mail numéro 251 et on se rend compte qu'en fait l'information est dans la brochure, on répond gentiment mais ça nous fatigue un petit peu. Et on est déjà fatigué par cette rentrée, donc s'il vous plaît, on pense à vous, pensez à nous, essayez de trouver l'information par vous-même. Surtout que généralement vous irez plus vite que nous, parce que nous le temps qu'on vous réponde, ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Comme on vous disait, on est enseignant et chercheur. Donc si vous tombez sur une semaine où on est sur le terrain, et des fois on n'a pas toujours internet selon les terrains de recherche où on est. Donc voilà, essayez de trouver l'information au maximum, c'est pour ça qu'on vous donne tous ces éléments. Alors, pourquoi c'est la même? Il y a 2 fois la même diapo. Alors attention à la fraude. Comment vous allez... Alors, je vais rechercher une diapo que j'avais en tête, mais je ne sais plus où je l'ai mise dans le... Comment valider avec le faire de lecture, tout ça? Elle arrive plus loin, elle est après. Donc, quelque chose d'extrêmement important. Alors vous allez vous dire, oui, bah évidemment, c'est un peu bébête, on ne triche pas. Mais on le redit parce qu'en fait, tous les ans, on a des cas et on a des conseils de discipline et ça nous prend du temps et les étudiants sont dégoûtés parce qu'il faut savoir que quand on triche à même ne serait-ce qu'une épreuve, et je vous le dis parce que ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps. En fait, ça commence à faire quelques années quand même, mais c'est encore très très bien présent dans notre esprit, on a une fraude à grande échelle.
avec des problèmes de diffusion en plus sur les réseaux sociaux, donc ça a touché quand même des choses, parce que quand on diffuse un sujet d'examen sur un réseau social, on s'attaque à la propriété, on est sur le droit d'auteur. Donc ça peut aller loin, vous vous rendez pas toujours compte en fait, des fois, et c'était très innocent ce qui avait été fait, mais c'était pas sans conséquence. Donc la fraude, c'est quoi? Je triche pendant un examen, truc bête, je regarde sur mon camarade, pas de bol, on vous a vu. Ça peut être aussi, donc bon, généralement regardez sur le camarade, on vous fait une petite remontrance une fois, vous avez compris, vous dites c'est bon, là en fait la prof elle surveille pour de vrai, donc c'est bon, j'arrête. Deuxième chose, ça peut être du plagiat. Alors ça, le plagiat, vous allez voir plein d'informations dessus pendant le cours de méthodologie du travail universitaire. Le plagiat, c'est s'approprier quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit. Donc prendre quelque chose d'Internet, même 3 lignes écrites sur Internet qu'on met dans sa copie, c'est du plagiat. Sans citer, évidemment. Si vous citez, vous dites bah, ça, je l'ai trouvé à tel endroit, c'est un tel qui l'a dit, ok. Ça s'appelle du plagiat. Et donc faites vraiment très attention avec ça, parce que c'est sévèrement sanctionné. C'est quoi la sanction? Alors ça peut être juste un avertissement. Parfois, ça peut arriver. Alors, je reviens quand même sur cette idée du plagiat et de la triche parce que vous allez quand même avoir des UE à distance. On est extrêmement vigilant avec les examens qui sont passés à distance. Surtout que là, maintenant, c'est bon, on est bien entraîné là. Avec 2 années de Covid, plus l'année d'avant, il y avait aussi des évaluations à distance. C'est bon, on est prêt là. On arrive à repérer assez rapidement. On a aussi des logiciels qui nous permettent de repérer quand il y a des similarités entre les copies. À savoir qu'on commence à avoir une base de données très très importante parce que le logiciel il garde en mémoire toutes les copies des années précédentes qui ont été rentrées dedans, les copies, les mémoires, les dossiers, etc. Donc aller récupérer aussi un dossier d'une année précédente, bah, ça se voit. Nous on a un truc qui s'affiche en rouge, attention, plagiat. Voilà, donc ça peut aller du simple avertissement. On vous dit, ben là vous avez plagié, 2 solutions, vous nous dites, vous avez triché, vous nous dites oui c'est vrai, ok on vous met 0, ça s'arrête là. Vous avez juste 0 à votre épreuve et puis ça s'arrête là. Puis vous pouvez dire non, c'est pas vrai. Alors que nous, ça s'affiche rouge. Si, c'est vrai. On a même la copie qui va avec. Les 2 copies sont parfaitement identiques avec les mêmes erreurs. Et les étudiants persistent, disent non, on n'a pas triché. OK. Là, on ne peut plus rien pour vous. Vous partez en conseil de discipline. Mais bon, ça se tente. Hein. Pourquoi pas? Le risque, exclusion partielle de l'université, exclusion totale de l'université. Et vous pouvez aussi être suspendu d'examen pendant 5 ans. Donc examen, c'est permis de conduire, c'est tout ça. Voilà. Donc tricher, c'est pas drôle quoi. Surtout que vous avez quand même un contrôle continu, donc vous avez plusieurs possibilités de vous rattraper. Vous avez en plus la session de rattrapage. Après vous pouvez jouer, hein. Pas vu, pas pris comme on dit, mais quiconque joue prend des risques. Donc voilà, nous évidemment on vous encourage à ne pas frauder, hein, parce que ça fait faire des démarches à tout le monde et c'est pas drôle. À partir du moment où vous allez rendre un devoir écrit, que ce soit un dossier, un rapport de stage ou quoi que ce soit, vous avez une obligation de joindre une déclaration sur l'honneur. Alors vous la retrouverez sur la charte d'évaluation des examens, donc une déclaration sur l'honneur où vous dites je sous-signe certifie que ce document est le fruit de mon propre travail, etc., qu'il n'y a pas de plagiat. Enfin, vous avez un modèle. Voilà. Donc bon, c'est pas très réjouissant, mais il faut quand même vous en parler. Bon, tout ça, je vous l'ai déjà dit. Ah oui, non, j'ai oublié aussi le blâme. C'est tout, ça c'est à vous de dire avec. Exclusion d'université et surtout exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur. Ça peut aller là aussi. Donc ça peut être 5 ans d'interdiction d'examen, mais ça peut être aussi impossibilité de se réinscrire pour continuer ses études, ce qui peut être un petit peu embêtant. Alors du coup, ok, on ne doit pas tricher, mais comment on fait pour réussir quand même? Quelles sont les clés pour réussir? Alors, comment acquérir les compétences requises? Évidemment, vous allez avoir des cours, mais finalement, les cours, c'est une toute petite partie du travail que vous allez avoir à faire pour réussir votre licence. Bon, je ne vais pas dire toute petite, allez. Ce n'est pas la majeure partie du travail que vous allez devoir faire. Évidemment, donc, il faut venir en cours, il faut travailler ses notes, hein, donc alors venir en cours et prendre des notes quand même. Retravailler ses notes, vous pouvez travailler à plusieurs. En plus, comme on vous l'a dit, vous avez une super bibliothèque avec plein de salles. À l'époque, sur l'ancien campus, c'était moins facile, mais là, vraiment, vous avez plein de possibilités pour travailler en groupe. Lire, je crois que c'est pour ça qu'on l'a mis aussi en haut, c'est la clé. C'est-à-dire que pour chaque enseignement, on va vous proposer des bibliographies avec des ouvrages à lire. Allez lire des choses, vraiment, pour approfondir les notions qui vous sont présentées en cours. Donc lire. Pour d'autres enseignements, ce n'est pas tellement la lecture qui va être essentielle, ça va être la pratique. Ça veut dire faire les exercices qu'on va vous proposer. Même les exercices facultatifs, c'est pas mal de les faire, ça aide aussi.
Généralement, c'est facultatif parce qu'on ne veut pas non plus trop vous charger, mais ça rend bien le service. Donc pratiquer, lire, travailler ses notes, aller approfondir. S'il y a une notion, vous dites « Ah, mais ce truc-là, le prof, il en a parlé en cours, ça m'intéresse, mais il ne l'a pas trop développé. » Parce qu'évidemment, on n'a pas le temps. Quand vous imaginez qu'on peut avoir, par exemple, en acquisition du langage, on a un CM de 2 heures sur 12 semaines. 24 heures pour vous parler de l'acquisition du langage de 0 à 3 ans. Ben, on court. Donc on y va. Alors ça sera pour la 2e année. Mais il y a forcément des éléments dont on va vous parler. Et vous allez vous dire, mais j'aurais bien aimé en savoir plus. Ben, allez approfondir. Même aller voir les enseignants en disant, mais ça, vous en avez parlé, j'ai rien trouvé dans la bibliographie où je ne sais pas quoi lire qui pourrait parler de cette notion. Donc voilà, allez lire, allez approfondir, allez observer. Alors quand on dit observer, bon, alors je vais vous parler surtout de la sociolingue et puis de l'acquisition du langage. En sociolingue, on va aller observer, écouter comment les gens parlent, dans le métro, dans la rue, sur les marchés. Pour ceux qui s'intéressent aux enfants, écouter comment les enfants parlent, comment ils interagissent avec les adultes, comment les adultes leur parlent, etc. Là, c'est des sciences du langage. Vous allez observer comment ça se passe. Et une fois qu'on a observé ça, on essaie de décrire et de généraliser un certain nombre de phénomènes. Voilà. Et alors, pour vous aider, évidemment, vous n'êtes pas tout seul pour faire tout ce travail. Évidemment, vous allez avoir un cours de méthodologie du travail universitaire où on va revenir sur tout ça. On va vous représenter tous les outils que vous pouvez utiliser, que vous pouvez mobiliser, la façon de s'organiser, enfin les différentes façons de s'organiser, de travailler ces notes de cours, de travailler à plusieurs ou de travailler tout seul si vous préférez. Vous allez aussi avoir ce qu'on appelle un directeur des études. Le directeur des études, c'est un enseignant qui est désigné pour accompagner un petit groupe d'étudiants de L1. Généralement, on est entre 40 et 50 étudiants. C'est votre interlocuteur privilégié. Pour tout souci, vous allez avoir un directeur d'études. Il vous sera présenté au moment de la rentrée. Et vraiment, il va vous accompagner, il va vous aider, vous orienter, etc. C'est vraiment votre référent. Il est là pour ça. Alors, les délégués étudiants, Louise vous en a parlé tout à l'heure. Et vous avez aussi, du coup, les services institutionnels. Alors, les services institutionnels, c'est plein de choses. Par exemple, il faut savoir qu'aux vacances de Toussaint, il y a des ateliers réussite qui sont mis en place par la fac. Donc, on vous propose des cours. Alors là, c'est vraiment de la méthode. Ce ne sont pas des cours disciplinaires, évidemment, mais c'est des cours de méthodologie, enfin des ateliers de méthodologie. Donc, vous pouvez y aller. Vous avez aussi un centre de tutorat. Donc, un centre de tutorat au niveau de l'université qui peut vous aider. Il y a une diapo après, voilà. La MTU, tu veux en dire quelque chose ou... Voilà, ça j'ai dit. Directeur des études, oui, il y avait des diapos en fait. Voilà, donc c'est... Ok. Bon, les noms, de toute façon, ils les auront. Voilà, ça on s'en fout. Donc, contact dans la brochure. Voilà, les services institutionnels, c'est ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais. Donc, le service SEO, service d'insertion et d'orientation, d'information et d'orientation. Service réussite, centre de tutorat, donc ça c'est des choses mises en place au niveau général de l'université qui peuvent vraiment vous aider au niveau méthodologique. La médecine préventive, vous en a parlé tout à l'heure. La mission handicap. Alors la mission handicap, je ne trouve pas de bureau qui porte plus mal son nom que la mission handicap. Certes, elle accompagne des étudiants en situation de handicap, mais pas que. Elle accompagne tous les étudiants à besoins spécifiques. Ce n'est pas forcément du handicap, comme vous dites tout à l'heure, ça peut être permanent, mais ça peut aussi être temporaire. La mission handicap, elle va vraiment vous accompagner si à un moment donné, vous avez besoin d'aménagement. Alors ça peut être, je ne sais pas, vous vous êtes cassé les 2 jambes, c'est con. Hein, vous ne pouvez pas venir à la fac pendant 4 semaines. Vous contactez la mission handicap et elle s'arrange pour vous récupérer des notes de cours. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve handicap et bon. Donc ça peut être ça. Donc récupération de notes de cours, aménagement des examens. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d'un tiers-temps. Donc dans ces cas-là, vous contactez la mission handicap et vous avez du temps en plus. Vous pouvez avoir besoin d'avoir des sujets d'examen imprimés en plus gros. Vous pouvez avoir, enfin il y a plein de choses. Vous pouvez aussi avoir besoin d'avoir un scripteur. C'est pas le mot que je cherche, mais quelqu'un qui va à qui vous allez dicter, par exemple, au moment de l'examen, vous ne pouvez pas écrire et on va vous mettre dans une salle particulière avec quelqu'un qui va vous aider pour le script de votre examen. Alors ça peut être aussi, je vais m'adresser à vous mesdames, en cas de grossesse.
Alors je le dis parce que tous les ans, il y a des étudiantes qui m'écrivent pour le coup en me disant « je ne sais pas quoi faire, je suis enceinte, je ne peux plus me déplacer ». Il y a la mission handicap. C'est pour ça que je vous dis handicap, c'est vraiment au sens très très large. Donc voyez ça plutôt comme besoin spécifique. Et pensez-y vraiment, ça, je vous encourage à les contacter. Et puis enfin, le bureau de la vie étudiante, je crois que c'est ceux qui distribuent les jolies sweet roses avec la pieuvre dans le dos au-dessus. Donc voilà, vous n'hésitez pas à aller les voir, ils sont là pour vous accompagner. Et voilà, pour tous les dispositifs pour vous aider. Et je te laisse la parole si tu veux. Oui, alors, donc vous voyez que vous avez beaucoup de dispositifs pour vous aider. Et en fait, bon, ça a été dit, mais on insiste là-dessus. Les enseignants que vous allez avoir ne sont pas que des enseignants, on est enseignants-chercheurs. Donc voilà, n'oubliez pas cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être 24 heures sur 24, ou même 35 heures par semaine à votre disposition. On a toute une composante qui, normalement, doit représenter 50% de notre métier, qui est la recherche. Évitez aussi, c'est une question de diplomatie, fin avril, de nous dire bonnes vacances. En fait, on n'est pas du tout en vacances, d'accord ? Là, par exemple, on prépare cette rentrée depuis le 15 août. Donc, voilà, sachez que... n'oubliez pas, gardez en tête qu'on fait de la recherche et que nous ne sommes pas que enseignants, qui représentent théoriquement une moitié de notre travail. Donc voilà, vous avez plusieurs papiers scientifiques qui viennent des gens du département, des enseignants-chercheurs du département. Alors, on passe, pour finir, dernière partie, je sais que c'est long, mais on a beaucoup de choses à vous dire. On passe aux inscriptions pédagogiques, qui sont obligatoires. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez votre IP, je vais l'appeler IP désormais, sinon vous ne serez pas inscrit en cours en fait. Donc vous ne serez pas sur les listes de présence, donc techniquement vous ne pourrez pas aller en cours. Donc, inscription pédagogique, le 26 septembre à 10h. Il faut que vous soyez devant... Elles sont donc en ligne. Elles sont en ligne, donc ouverture le 26 septembre à 10h du matin. Soyez devant votre écran, vous allez voir, c'est spécial, les IP. C'est intense. Alors, pour vous donner plusieurs infos sur ces fameuses IP. Elles sont possibles que si vous avez fait votre inscription administrative. Sinon, c'est même pas... commençons par le début. Il faut que vous ayez fait votre IA pour faire votre IP. Si vous avez fait votre IA, vous pourrez faire votre IP le 26 septembre. Elles sont à faire à chaque début de semestre. Donc là, vous allez les faire pour le premier semestre. Vous devrez les refaire chaque semestre. OK ? Bon. Et au fur et à mesure du temps, vous allez vous familiariser avec le dispositif. Voilà. Ça vous permet, lors de ces IP, vous choisissez, alors ça c'est uniquement au semestre 1, là le 26 septembre, vous allez choisir votre mineur. Si vous n'êtes pas en mineur professorat des écoles, dans ce cas-là, votre mineur il est déjà choisi. Hein. Mais en revanche, si vous êtes en mineur humanité, vous avez vu, elle se décompose en plein de mineurs, la mineure humanité. C'est le 26 septembre que vous choisirez votre mineur. Donc, d'ici le 26 septembre, allez regarder un petit peu les différents sites des départements pour voir quel mineur vous souhaitez faire. C'est là aussi où vous allez choisir et vous inscrire dans les UE transversales, les UE pro, les UE de langue vivante, etc. Alors, il faut vous y inscrire. Ce n'est pas parce qu'un cours est en distanciel qu'il ne faut pas vous y inscrire. Donc, vous vous y inscrivez quand même, d'accord ? Ça, c'est très important. Il faut s'inscrire à tous les cours. C'est simple, parce que sinon, vous ne serez pas matérialisé administrativement pour l'enseignant et pour le système qui ensuite calcule vos notes. Donc, d'où l'intérêt de la chose. Et vous allez choisir vos groupes de TD, puisque pour un cours, vous voyez, vous êtes là 150, on est à peu près 200 en licence de sciences du langage, vous êtes environ 200. Tous vos cours ne sont pas des cours magistraux, donc vous avez plusieurs TD qui sont possibles avec des choix d'horaire selon les heures de la semaine. Voilà, donc c'est le jour de l'inscription pédagogique, vous choisissez vos TD. Donc, comme je vous l'ai dit, inscription pédagogique, c'est en ligne, c'est IP web, donc elles seront en ligne. Ok ? Donc vous pouvez les réaliser à partir de chez vous, à partir de ce site-là.
Voilà. Alors, avant de vous donner quelques infos et de clore, plusieurs... c'est assez technique, encore une fois, les IP web. Ça peut sauter parce que tout le monde se connecte en même temps. Enfin, il faut que vous imaginiez que le 26 septembre à 10h, il y a tous les L1 de toute la fac, donc pas que vous, qui vont se connecter en fait sur les IP web. Donc en général, il y a des petits bugs. Voilà, bon. Donc pour vous aider, parce que c'est assez technique, assez complexe et un peu angoissant et tout ça, on a mis en place 2 choses. Première chose, sur votre fameux e-campus, il y a un espace rentrée dont vous avez l'adresse en haut que vous voyez s'afficher. Ça s'appelle rentrée L1 sciences du langage. Vous pouvez y avoir accès c'est sur le mode de l'auto-inscription. Donc vous pouvez avoir accès à ce cours. Vous cliquez, on va vous demander de vous inscrire. Il y a une clé d'activation qui est 6 langues 23. OK ? Et ça vous inscrira automatiquement à cet espace, sur lequel vous allez trouver le PowerPoint de cette réunion, ce qui peut être utile pour retrouver les infos, la brochure, un forum qui sera ouvert à partir du 26 pour vous aider, différents liens vers certaines ressources et notamment vers un Discord d'aide aux inscriptions pédagogiques. Et Louise, je vous repasse la parole. Et après, comme ça, vous pourrez rentrer chez vous. Oui, alors pour faire court, donc le Discord, c'est un lien permanent qui est ici, donc il vous suffit de le taper et vous le retrouverez. On a mis aussi le lien justement sur l'espace e-campus de rentrée. Vous le retrouvez à peu près partout, je l'ai posté sur tous les réseaux. Qu'est-ce qui va s'y passer ? Déjà, il y a une section qui s'appelle « À lire en premier ». Vous allez rire, il faut le lire en premier. C'est toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir anticiper vos IP au mieux. Donc, comment est-ce qu'on choisit, enfin tout ce que vous avez vu là, mais en plus détaillé et en écrit, si jamais vous n'avez pas pris assez de notes. Donc, comment est-ce qu'on choisit un cours, comment est-ce qu'on comprend les codes des UE, etc., etc. Tout est noté. Et ensuite, il y a 2 channels qui sont disponibles. Il y en a un pour poser vos questions d'anticipation, c'est-à-dire j'ai rien compris à ce que je dois faire avec ma mineure, peux-tu m'expliquer comment choisir mes cours ? Et donc là, on vous répond. Et il y en aura un qui sera destiné aux problèmes techniques qui arriveront sans doute pendant les inscriptions pédagogiques. Et donc là, vous pourrez vous affoler autant que vous voudrez. Et nous, on essaiera de vous rassurer autant que possible et aussi de faire remonter vos problèmes. Voilà. Donc c'est un Discord bénévole. Ce sera des masterantes et une enseignante qui vous aidera durant vos inscriptions. Le but, c'est que tout le monde arrive à s'inscrire à la fin et que toutes vos questions soient répondues. Voilà. Donc vraiment, c'est pour les IP, c'est votre channel, ce sera dédié. Il y aura 4 ou 5 personnes pour répondre à vos questions pendant donc le 26 septembre à partir de 10h. Donc c'est là où il faut être. Je précise quand même à ce que dit Louise que le Facebook vous est complètement à la, est entre vous. Les enseignants du département n'y ont pas accès du tout. En revanche, le Discord, si, puisque je serai sur le Discord le 26 pour vous aider également. Et éviter certaines, il y a certaines choses à ne pas dire, voilà, genre quel prof est le plus, en plus qui sont très secondaires, qui sont un peu immatures, du type quel est le cours le plus facile, est-ce qu'elle est sympa, bref, voilà. Vous n'aurez pas de réponse du coup, et vous aurez agacé moi et Caroline Masson et Tiffany Bertin qui passent sur le Discord aussi. Voilà, c'était tout. Mais donc en tout cas, voilà. Moi, je ne sais pas ce qui se passe sur le Facebook, mais ça, en tout cas, évitez aussi sur le Facebook, mais ça, après tout, je le verrai pas. Donc, bon, c'est pas tout à fait pareil. Ok, donc, pour faire vos IP, il y a plusieurs choses à prendre, quelques infos, et puis après, on arrête. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est que, notamment, et ça va se poser pour les combinaisons majeures-mineures, ce qu'il faut absolument que vous évitiez, c'est les chevauchements. C'est-à-dire avoir 2 cours en même temps, parce que, à moins que vous ayez don d'ubiquité, vous ne pourrez pas être à 2 endroits en même temps et suivre 2 cours en même temps. Donc absolument éviter les chevauchements au sein de votre majeur, c'est-à-dire de ne pas mettre 2 TD, par exemple votre TD de sémantique en même temps que votre TD d'intro aux sciences du langage, parce que ça ne va pas le faire. Et entre votre majeur et votre mineur, parce que autant, nous, dans l'emploi du temps, il est un peu pensé pour pas qu'il y ait des chevauchements internes. Mais par contre, on n'a pas la main sur ce que font les autres départements.
Donc c'est là où il faut que vous soyez très attentifs et là où c'est un peu galère et où il faut se préparer un peu en amont à faire son emploi du temps. Donc, il faut vous munir de l'emploi du temps, qui est pas en ligne. Je suis désolée, c'est le problème de notre rentrée qui a été repoussée, et c'est notamment pour faire les emplois du temps, ce qui fait que normalement, quand on fait la pré-rentrée, l'emploi du temps est en ligne. Cette année, il ne l'est pas. Il va l'être très prochainement. Ici, alors attendez, hop là. Vous voyez, alors ça a été, vous voyez emploi du temps semestre impair 2021-2022. Bah, c'était comment dire, l'année dernière, mais c'est exactement pas le même cas de figure cette année, sauf que c'est 2022-2023. Il est indiqué à venir et dans quelques jours, avant l'IP, ça c'est sûr, il va apparaître en rose, enfin en violet, je sais pas comment vous voyez cette couleur, et vous pourrez cliquer dessus et avoir l'emploi du temps du département, donc de l'ILPGA, de notre département. Pour les emplois du temps de votre mineur, si elle n'est pas organisée par notre département, vous avez compris, il faut aller sur le site des autres départements pour trouver l'emploi du temps et composer votre emploi du temps. Donc voilà, vous avez compris ce que vous a dit Tiffany Bertin tout à l'heure. Nous, tous nos cours, ils commencent par L. En anglais, tous leurs cours, ils commencent par A. En lettres, ils commencent par F. Sur l'emploi du temps que vous aurez sur ce site, vous n'aurez que les cours en L, que les cours dont nous nous occupons. OK. Donc ça, à consulter absolument. Évidemment, vous pouvez difficilement faire votre IP sans avoir consulté l'emploi du temps. Quelques infos que vous pouvez avoir en tête. Les cours magistraux, il n'y en a qu'un seul. Comme on est tous ensemble, toute la promo est ensemble, ont des horaires imposés. Donc, ne mettez pas de cours en même temps que vos cours magistraux. Ça paraît logique, puisque vos cours magistraux, vous êtes obligés d'y être. Encore une fois, on n'a pas encore, normalement j'aurais pu vous donner les créneaux, mais je ne peux pas puisque les emplois du temps ne sont pas finalisés, raison pour laquelle la rentrée a été reportée. En revanche, vous avez des horaires à choix qui sont vos TD. OK ? Et la MTU aussi. Alors, les CM peuvent être à des horaires un peu spéciaux. C'est pas la peine de demander quoi que ce soit. Enfin, je vous indique que nous non plus, on n'est pas forcément content d'avoir cours parfois le lundi soir jusqu'à 20h30, voire 21h. Mais en fait, on ne peut pas choisir. Vous avez compris qu'il y a un problème de locaux assez préoccupant ici. C'était déjà le cas auparavant. Donc, si vous avez les CM qui sont très tôt le matin ou très tard le soir, vous inquiétez pas. Ça gonfle tout le monde pareil. Mais on ne peut pas les changer. Enfin, c'est ça que je veux vous dire, c'est pas la peine voilà. On ne peut rien y faire. Bon, pour les mineurs, hein, même principe, si vous avez un CM, enfin, tous les départements fonctionnent à peu près pareil. Hein. Donc les CM vont être imposés, les TD à choix, sauf quand on vous a dit le contraire. C'est le cas de ce qu'on vous a dit pour un des cours d'humanité numérique, où c'est imposé. Bon, ça, les infos, elles vont arriver au fur et à mesure. Là, ça fait un peu beaucoup d'infos, mais plongez-vous dans la brochure, puis dans l'emploi du temps, ça va s'éclaircir. Eh bien, écoutez, quoi d'autre ? Oui, pour vos cours de langue, pour vous inscrire dans votre cours de langue, certes, il aura lieu à distance, mais il faut vous inscrire quand même. Vous pouvez, dès à présent, faire un test de positionnement. Alors, peut-être pas dès à présent, mais très prochainement, si ce n'est pas ouvert, je n'ai pas vérifié, je dois vous dire. Pour connaître votre niveau. Alors, en langue, vous avez plein de choix. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire anglais. Vous pouvez prendre en langue italien, allemand, pas mal de choses différentes. Donc, regardez et faites un test de positionnement pour savoir dans quel niveau de cours vous devez vous inscrire. Si jamais, malgré tout, car vous allez voir que lors des IP, ça ne charge plus, du coup, vous aviez fait tout votre emploi du temps, vous étiez hyper content, et puis paf, ça bug. Encore une fois, la personne ne peut rien y faire, c'est comme ça. Donc, vous avez perdu tous les cours que vous vouliez, et puis du coup, le cours dans lequel vous voulez vous inscrire, il était plein, donc vous êtes obligé d'en choisir un autre. Bon, bref, ce genre de choses va arriver, c'est sûr. Donc, si jamais vous avez des chevauchements, néanmoins, évitez les chevauchements si jamais vous avez des chevauchements. Ce sont toujours vos cours de la majeure qui priment. Vous ne savez pas si vous devez aller en introduction aux sciences du langage ou en... je ne sais pas quel serait votre cours de mineur, mais votre cours d'italien, mettons, si vous êtes en mineur italien. C'est toujours votre majeur qui prime. C'est simple, d'accord ? Si jamais vous avez des chevauchements.
À la fin de votre IP web, quand vous aurez vaincu cette épreuve délicate, imprimez et conservez, enfin imprimez en PDF, hein, le récapitulatif de votre inscription pédagogique. Ça vous servira si vous avez justement des réclamations à faire au secrétariat, auprès de n'importe qui. Parce que du coup, on voit en fait le problème immédiatement. Donc surtout, gardez bien, imprimez et conservez votre inscription pédagogique. Si vous avez des demandes exceptionnelles, mais vraiment, c'est si vraiment il se passe un truc hyper bizarre, secrétariat ou forum et Discord. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On vous souhaite je suis toute seule maintenant, une très bonne rentrée.